Bonjour à tous et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre en cette semaine en fait du 18 mars 2025. D'abord, d'entrée de jeu, avant qu'on aborde certains de nos sujets, vous aurez remarqué l'avertissement au début d'émission par rapport à la reproduction de la revue de presse, au partage des segments, que ce soit intégralement ou en partie. Je veux juste rappeler qu'il y a une raison pour laquelle on ne partage pas les segments de manière publique. Pour ce qui est de la revue de presse, c'est une décision. C'est pas parce qu'on y pense pas, c'est pas parce qu'on n'a jamais songé. Il y a des raisons éditoriales, il y a des raisons aussi commerciales. Et pour ces raisons-là, on vous demande, s'il vous plaît, de respecter notre volonté. Volonté qu'on a exprimée à plusieurs occasions, que j'ai exprimée clairement à plusieurs occasions durant la revue de presse. Je vous demande, s'il vous plaît, par respect pour moi, pour l'entreprise, pour notre produit, de ne pas le reproduire, que ce soit en TikTok, que ce soit de le montrer à des amis, de l'envoyer des segments. Il y a vraiment des bonnes raisons. Ça me fait plaisir de les exposer. D'ailleurs, écoutez, vous le savez, la revue de presse, on va traiter des dossiers de semaine en semaine, de segment en segment. Parfois, on va parler du Yémen et on va traiter la question des Houthis versus les liens avec l'Iran, avec la relation entre l'Iran, l'Arabie saoudite, comment tout ça, ça a une influence dans le calcul. On va essayer autant que possible de présenter du contexte et d'ajouter des éléments, couche par couche, de revue de presse en revue de presse. Donc, pour vous qui suivez ces revues de presse conséquemment, puis les unes à la suite de l'autre, il est beaucoup plus facile, bien sûr, de comprendre l'analyse. Et vous avez un portrait qui est complet, qui est éditorialement rigoureux, parce que je vous ai expliqué d'où je viens, pourquoi je dis ce que je dis, c'est quoi mon interprétation, quels sont les paramètres que je considère dans l'équation, et vous êtes en mesure de juger, donc, en toute connaissance de cause, de pourquoi j'ai la position que j'ai et de où découle mon analyse. Maintenant, quand on prend un segment de la revue de presse où l'analyse culmine après des semaines justement où on ajoute des trucs et que là, soudainement, par exemple, on s'est parlé beaucoup du canal de Panama, de la tentative de Trump de négocier derrière tout ça, on va arriver ensuite en revue de presse, parler du fait que BlackRock a récupéré Panama, vous voyez. Mais quand vous prenez ce segment-là et vous publiez ça sur les réseaux sociaux, vous comprenez que les autres n'ont pas accès au contexte, aux mises au point qu'on a pu faire avant, aux explications, à tout ce qu'on a présenté avant d'en arriver à une conclusion analytique ou éditoriale. Et vous comprenez que si on partage seulement la conclusion, non seulement ça nuit un peu à notre crédibilité, parce que ça nous fait paraître comme un peu pressé, puis un peu, je dirais, maladroit que d'arriver avec des conclusions incomplètes et partielles, mais encore plus, ça nuit aux gens. Et c'est ça qui me met mal à l'aise. C'est que certainement, on pourrait publier des segments de quelques minutes, la revue de presse, aller chercher des 30 000, 50 000, 500 000 visionnements. Mais je suis pas à l'aise si ce segment-là est incomplet et que le résultat concret, c'est d'induire 500 000 personnes en erreur ou d'avoir une explication qui est partielle ou partiale. Donc, dans cet esprit, je vous le demande s'il vous plaît, il y a une raison pour laquelle la revue de presse est configurée de la manière qu'elle l'est. Pourquoi c'est un produit intime entre vous et moi? C'est aussi pour des raisons commerciales, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu. Vous le comprendrez, c'est évident, vous payez pour ce produit. Et tout le monde paie pour ce produit. Et je pense que par respect pour les autres membres qui forment la communauté de 7 jours sur Terre, qui croient dans ce projet, il est important, s'il vous plaît, de respecter aussi leur droit à un produit qui est exclusif. Donc là-dessus, je ne vous en tiens pas rigueur, bien sûr. Je sais que pour 100% des cas, c'est bienveillant. Vous faites ça pour nous aider, vous dites ça va faire de la publicité, il faut que des gens voient que ce produit-là existe de 7 jours sur Terre. Certainement, plusieurs seraient intéressés, absolument. Mais je veux vous le rappeler, c'est pas ma finalité. On fait pas ça pour être avec 1 million d'abonnés, puis après ça, là, on a 450 000 abonnés. On va se retourner, puis c'est quoi la cible? 1 million, 2 millions, 5 millions, 10, puis après ça, ça va être 20 et 50 et 100 et 1 milliard. Je veux dire, ça peut pas être notre finalité. Ça va toujours être de produire quelque chose qui est une contribution autant que possible rigoureuse, puis une contribution qui va réduire l'écart, le déficit entre la réalité et ce que les gens perçoivent sur certains enjeux. Une réalité qu'on sait insaisissable, complexe, nuancée, et parfois des portraits qui manquent de cette nuance puis de ce discernement. Donc, moi, c'est ce que je veux faire, et c'est là-dedans que je prends plaisir. Puis 7 jours sur Terre, d'ailleurs, j'avais une discussion à ce propos hier. C'est un exercice aussi très égoïste, puis je peux pas m'en cacher.
j'aime ce que je fais. J'adore ce que je fais, j'adore vous parler des sujets dont on parle, que ce soit dans les documentaires, dans les revues de presse, c'est toujours un énorme plaisir. Et donc, je fais pas ça pour avoir plus de gens à la prochaine ou à la suivante ou au prochain documentaire. Je fais pas ça pour parler à 1 million plutôt qu'à 100 000. Je le ferai pour 10 personnes. Donc, je comprends, c'est super bienveillant, mais comprenez aussi ma position. Mon objectif, c'est d'avoir du plaisir à faire ce que je fais. Je voudrais surtout pas en perdre le contrôle. Donc, merci 1000 fois de vos contributions, de votre tentative, très honnête, d'essayer de nous apporter plus de visibilité. Mais peut-être, on en a besoin, mais je la demande pas, s'il vous plaît. Alors, on continue sans plus tarder avec nos grands thèmes de la journée aujourd'hui. On a en fait, disons, une semaine qui a été particulièrement occupée sur le front ukrainien. Alors qu'on a un certain nombre de développements, particulièrement d'abord à Koursk. On se parlait de la possibilité que le front ukrainien s'effondre. Malheureusement, ça s'est produit. On a vraiment une percée spectaculaire des forces russes, appuyées notamment par les forces nord-coréennes, sur le front de Koursk, et ça change complètement la posture ukrainienne pour la négociation, bien sûr. Parlant des négociations entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et de plus en plus l'Europe qui commence à faire partie du calcul. On aura aussi une petite discussion en deuxième temps sur ces négociations d'ailleurs, alors que Trump et Poutine sont supposés tenir un appel ou une rencontre pour négocier un cessez-le-feu aujourd'hui, donc le mardi 18 mars. Cette rencontre devrait, on s'attend, nous donner déjà un horizon par rapport à quelles sont les demandes, les exigences de la Russie pour en venir à un cessez-le-feu. Parce que certes, depuis le début, on connaît à peu près les positions de l'Ukraine. On connaît quelles sont les demandes, on connaît qu'est-ce qu'on considère comme acceptable. On a parlé beaucoup de l'OTAN, de la possibilité peut-être ou non d'offrir une garantie de sécurité. Tout ça, maintenant, c'est assez clair. Pour ce qui est de la posture ukrainienne dans la négociation, la Russie, on attendait un peu de savoir jusqu'où on allait aller. Est-ce qu'on conserve des positions maximalistes ou est-ce qu'on essaie plutôt de voir comment on pourrait arriver à une fin du conflit rapide en restant notamment sur la ligne de conflit actuelle. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Parlant de la Russie et de cette négociation de cessez-le-feu, en troisième temps, le capital occidental qui contemple déjà un retour en Russie. Par le capital occidental, je parle bien sûr des investisseurs, des fonds de pension, du grand capital, que ce soit les grandes entreprises, etc., qu'on voit un peu partout à travers le monde et qui actuellement regardent déjà vers une normalisation des relations avec la Russie. Un article très intéressant du Financial Times qui nous aiguille là-dessus et qui nous indique justement que on a un certain nombre d'acteurs qui étudie la possibilité de s'impliquer directement en Russie dès le jour 1 pour aller investir, bien sûr, dans certains de ces assets, de ces avoirs qu'on sait sous-évaluer actuellement en raison de la guerre. Un des points spécifiques qui est abordé, notamment, c'est la question de la monnaie russe, du rouble. Le rouble s'étant apprécié du tiers au cours de la dernière année contre le dollar américain. Pourquoi? En fait, c'est surtout largement en raison des anticipations des investisseurs un peu partout à travers le monde pour une fin imminente du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, pourquoi je vous en parle, et on y reviendra tout à l'heure, c'est bien sûr parce qu'on a évoqué à quelques occasions les différents scénarios d'après-guerre, à savoir quel serait l'échéancier de la normalisation avec la Russie. Longtemps, on s'est dit, jamais ça n'arrivera, ce sera un peu un infréquentable pendant des années. Poutine restera, si on veut, un ennemi de l'Occident. Il faudra attendre au minimum après Poutine. C'était les propos de Washington, d'une certaine manière, jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Maintenant, les Américains mettent directement sur la table une normalisation des relations, une normalisation totale, complète. Ce qui voudrait dire donc la levée entière des sanctions et on recommencerait à faire du commerce. Et là-dessus, il est important de le dire, le commerce entre la Russie et les États-Unis, avant la guerre en Ukraine, était relativement limité déjà. Et de la manière dont on présente les choses, on chercherait en fait à ajouter à ce qui existait déjà. Donc la relation entre la Russie et les États-Unis, extrêmement paradoxalement, après le conflit en Ukraine, présumant une entente de paix et un processus qui sera productif, prolifique, pourrait être meilleur encore qu'avant la guerre. Il n'est pas impossible que le Kremlin et que la Maison-Blanche en viennent à se rapprocher à travers tout ça. On avait parlé d'ailleurs la semaine dernière des prérogatives stratégiques des Américains dans le contexte de la course vis-à-vis la Chine, de ce concours stratégique, alors que on parlait de Nixon qui s'était rendu en Chine en 1972 pour tendre la main au régime de Mao en espérant justement créer une rupture entre le monde communiste, entre ces deux blocs, si on veut, qui étaient l'URSS et la Chine communiste. Une manœuvre qui avait été réussie, qui a réussi à créer vraiment une scission, une rupture entre
les deux blocs communistes et qui aura permis aux Américains d'une certaine manière, ou un des facteurs ayant facilité la victoire dans la guerre froide. Donc, on y reviendra tout à l'heure très rapidement sur cette question économique par rapport à la Russie, mais visiblement, on semble regarder vers une normalisation assez rapide. Les Américains qui rétablissent l'aide militaire à l'Ukraine, c'est bien sûr une surprise considérant la relation entre l'Ukraine et les États-Unis, devrais-je dire spécifiquement la relation entre Zelensky et Trump lui-même, mais les États-Unis rétablissent l'aide militaire à l'Ukraine, on reviendra sur les conséquences. Et ensuite, bon, on a tout un dossier sur l'achat militaire, alors que d'un côté, vous avez bien sûr l'Europe qui commence à regarder dans la direction des fournisseurs européens, à se dire est-ce qu'on ne devrait pas peut-être acheter plus d'équipements européens, voyant la dépendance extrême à l'armement américain, aux fournisseurs et aux complexes militaro-industriels américains. On se dit, mais là, il y a une question d'autonomie stratégique, où certains des avions européens, vous avez en ce moment, littéralement, des capitales européennes qui sont inquiètes à se demander est-ce qu'ils sont seulement capables d'opérer les avions qui ont été vendus par Washington. Pas une question de compétences techniques, une question de sabotage logiciel. Que Washington aurait pu, d'une manière, implanter un backdoor, une espèce de kill switch, une manière de neutraliser les avions directement, soit dans le logiciel ou à travers Internet ou une forme de connexion quelconque. C'est quelque chose, en passant, qui a été évoqué par le passé. C'est loin d'être nouveau. Et on parlait des bombes. J'avais dit B-21, on m'a corrigé là-dessus. Merci mille fois. Il était question des bombes B-61, des bombes de l'arsenal américain, qui sont à Incirlik, dans la base contrôlée, bien sûr, par la Turquie, qui était passée à ce moment aux rebelles. Ce qu'on avait appris dans la foulée des événements, alors que je vous mentionnais justement que les Américains étaient un peu inquiets, terrorisés à l'idée d'avoir des bombes nucléaires sur le site qui étaient peut-être plus dans le contrôle du gouvernement. Ce qu'on avait appris dans la foulée de tout ça, c'est que les F-16 qui étaient qui avaient été vendus par les Américains à la Turquie et qui étaient maintenant sous le contrôle des révolutionnaires, des putschistes, étaient, eux, munis d'une kill switch, qui était possible, désolé pour l'anglicisme, je trouve pas immédiatement l'alternative, mais qui était muni donc d'une capacité de neutralisation à distance. Les Américains n'étaient donc pas inquiets trop de voir qu'est-ce qui arrivait avec leurs avions de chasse. Donc ce genre de choses, c'est bien sûr des motivations pour les Européens de se dire attention. Il était parfaitement compréhensible d'acheter de l'équipement américain indépendamment des inquiétudes de kill switch, etc., dans un contexte où on est alliés et où nos initiatives de défense sont communes, intégrées, et où on marche dans la même direction. À partir du moment où Washington nous laisse derrière et est plus d'accord avec nos priorités ou décide de faire de l'obstruction, par exemple, dans un effort de défense ou de maintien de la paix qui serait mené par les puissances européennes, alors là, soudainement, on réalise qu'il y a un problème. On réalise qu'on aurait peut-être besoin de s'équiper vers les fournisseurs européens. Donc, on fera un retour là-dessus de ce mouvement qui est en train vraiment de prendre naissance en Europe. Les enjeux stratégiques sont quand même extrêmement sérieux derrière ça. C'est loin d'être aussi évident qu'on le présente. Et le Canada, de son côté, qui suit en fait directement dans la vague, alors qu'on nous parle de réétudier l'achat des F-35 américains. Quelques enjeux fascinants là-dessus. En fin d'émission, je ne vais pas trop passer de temps à présenter mes sujets, ça fait déjà quelques minutes que je suis là-dessus. Les outils, on m'a demandé d'en parler. Si on a le temps, on va essayer. Le Panama, c'est pas terminé et le démantèlement de Voice of America qui est complété. Alors, sans plus tarder, on s'en va directement à Koursk pour parler, ou plutôt on va s'en tenir avec chronologiquement. On va s'en tenir avec le cessez-le-feu, ces négociations entre la Russie et l'Ukraine et on pourra progresser ensuite à la situation sur le terrain. Alors, on commence avec cet article du New York Times qui nous parle justement de la question du cessez-le-feu. L'Ukraine a déclaré qu'elle soutiendrait une proposition de l'administration Trump pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Une annonce qui fait suite à des heures de réunion mardi en Arabie Saoudite où les États-Unis ont accepté de lever immédiatement une pause dans le partage de renseignements avec Kiev et de reprendre l'assistance militaire. Donc, important de mettre en contexte ce premier paragraphe d'emblée. Immédiatement après le retrait de l'aide américaine, on avait parlé des conséquences énormes sur le front ukrainien parce que les Américains étaient vraiment névralgiques dans toute la chaîne de commandement au niveau du partage d'informations, du ciblage, du guidage des missiles et des munitions elles-mêmes, toute la question de la chaîne logistique. Il était beaucoup plus qu'une question d'approvisionnement. À partir du moment où les Américains mettaient fin à toute forme d'assistance militaire et financière, le front ukrainien était un peu destiné à s'effondrer très rapidement et c'était, on l'avait évoqué, condamner l'Ukraine à se battre avec une main dans le dos. Alors, presque immédiatement, après cette analyse qu'on avait présentée en revue de presse,
quelques jours après, en fait, on parle du 11 mars, donc 2 jours après, l'Ukraine a décidé de finalement soutenir la proposition de Donald Trump. Donc, les Américains, là-dessus, ont un peu procédé par la menace, d'une certaine manière. On a placé cette suspension de l'aide militaire comme une condition, en fait, à dire, ben, si vous voulez qu'on rétablisse l'aide militaire, la première chose à faire, c'est d'accepter un cessez-le-feu, d'accepter nos conditions pour entamer les négociations pour un traité de paix avec la Russie. L'Ukraine, voyant qu'elle n'avait plus le choix, donc était contrainte, littéralement, par Washington d'accepter un cessez-le-feu. Il est important de le comprendre. C'est pas parce que l'Ukraine le désire, elle s'y est opposée activement, a commencé initialement par exiger que la Russie soit la première à se commettre un cessez-le-feu, et il a fallu que Washington et les alliés européens s'impliquent. On se souvient la semaine dernière, il y a 2 semaines, l'ambassadeur aux États-Unis du Royaume-Uni qui nous disait l'Ukraine doit en premier accepter un cessez-le-feu si elle veut ensuite que la Russie la rejoigne. C'est à elle de commencer. C'était une déclaration qui était un peu surprenante, considérant bien sûr l'alignement de l'Europe avec l'Ukraine, considérant la tentative de l'Europe d'un peu aider et voler à la rescousse de l'Ukraine. Et pourtant, on a invité Zelensky et Kiev à signer rapidement un cessez-le-feu, à s'entendre à un cessez-le-feu du moins partiel. On s'était parlé justement de cette possibilité que ce soit un cessez-le-feu seulement maritime, terrestre, aérien, et qu'il y aurait peut-être un certain nombre de zones où on tolérerait des échanges quelconques. En ce moment, il est question d'un cessez-le-feu total de 30 jours. Les pourparlers dans la ville côtière de Jeddah, en Arabie Saoudite, ont donné un nouvel élan aux négociations de cessez-le-feu qui avait échoué après une confrontation à la Maison-Blanche entre les présidents ukrainiens et américains. L'administration Trump avait suspendu toute aide militaire, tout partage de renseignements. Les annonces faites mardi dans un communiqué sont intervenues quelques heures après que des responsables russes ont déclaré que des drones ukrainiens avaient ciblé Moscou. Cette grande attaque, d'ailleurs la plus grande attaque de la guerre contre la capitale russe. Dans leur déclaration, les États-Unis et l'Ukraine ont reconnu que les termes d'un éventuel cessez-le-feu seraient soumis à l'approbation de la Russie. Moscou n'a fait aucun commentaire immédiat sur les discussions concernant un cessez-le-feu, aucun représentant n'étant présent au pourparlers. Alors, on a donc l'Ukraine qui accepte maintenant sous la contrainte, forcée par Washington en disant « ben si tu veux faire la guerre, on t'aide plus ». Immédiatement, Koursk s'est effondré, on y viendra dans un instant, et donc l'Ukraine est forcée à dire « OK, parfait, cessez-le-feu ». On n'est clairement pas capable de notre propre ressort. Et il y a quelque chose d'un peu catastrophique là-dessus en passant. C'était prévisible, mais un peu malhonnête, parce qu'on nous parlait la semaine dernière de quelques mois, que l'Ukraine sera en mesure de tenir au minimum quelques mois avant que les impacts d'une suspension de l'aide américaine se fassent sentir. Il a été question de quelques heures avant que le front s'effondre entièrement à Koursk. On reviendra tout à l'heure à la carte pour en faire l'analyse, mais c'est vraiment stupéfiant ce qui s'est produit. L'Ukraine s'est déclarée prête à accepter la proposition américaine d'instaurer un cessez-le-feu provisoire de 30 jours, si la Russie faisait de même. Il ajoute: les États-Unis feront comprendre à la Russie que la réciprocité est la clé de la paix. Donc, on s'attend, avant d'activer ce fameux cessez-le-feu, c'est important de le comprendre, si l'Ukraine a accepté, on n'est toujours pas dans un état de cessez-le-feu. La guerre a toujours lieu. La Russie impose des préconditions en date du tournage de ce matin. Il faut comprendre, on a une négociation prévue pour le mardi. Nous sommes actuellement lundi. Donc, demain, au moment où vous regarderez cette émission, il se pourrait déjà que ce soit plus vrai. Il se pourrait déjà que le cessez-le-feu soit activé, que la Russie, que Poutine ait accepté, suite aux négociations avec Trump, après cette rencontre initiale, de mettre en place un cessez-le-feu le temps qu'on commence les négociations. Maintenant, soyons clairs, c'est pas dans l'intérêt de la Russie. La Russie a tout à fait intérêt à extraire autant de concessions que possible, parce que vous le voyez, justement, la seconde que les Américains décident d'un peu d'abandonner l'Ukraine, la Russie est en mesure de faire des progrès considérables. Donc, en ce moment, le momentum dans la négociation est clairement du côté de la Russie. C'est un peu un artefact du momentum sur le champ de bataille, naturellement, puisque la Russie a le momentum, puisque la Russie est actuellement à l'initiative d'une certaine manière, puis a l'avantage, il fallait s'attendre à ce qu'elle ait une posture avantageuse, favorable, dans une négociation de paix éventuelle. À l'issue des réunions, le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que l'accord met désormais la pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre. Effectivement, la balle est maintenant dans le camp de la Russie. Et Trump, là-dessus, s'est mis graduellement à augmenter la pression, malgré un certain nombre de concessions évidentes et un peu choquantes lorsqu'on dit « il est hors de question que l'Ukraine rejoigne l'OTAN ». Ça, c'est une demande de la Russie qu'on est prêt à concéder d'emblée, ne serait-ce que pour commencer les négociations. Donc, autant on a fait des grosses concessions du côté des États-Unis déjà, autant on demande quand même une forme de négociation avec la Russie. On commence à monter la pression pour qu'elle fasse des concessions. On a entendu Trump dire notamment « on espère, on s'attend
que la Russie soit présente à la table, sans quoi ce sera un moment extrêmement décevant pour le monde, a disappointing moment for the world. Cette formule me semble un appel à la Russie, un clin d'œil à dire je te fais assez de passes sur la palette en ce moment pour mettre fin à cette guerre d'une manière qui est clairement favorable à la Russie et qui clairement permet à la Russie de sécuriser un certain nombre de ses objectifs de guerre. Certes, ce sera peut-être pas une victoire totale. Certes, on n'acceptera pas aux États-Unis de complètement perdre la face et on va vouloir que ça ait l'air d'un échange un peu réciproque et mutuel. Mais au minimum, présente-toi à la table parce que là, je vais perdre la face. Ça semble être le signal qui a été lancé par Trump, comme quoi le ton pourrait changer dans l'éventualité où la Russie n'accepte pas de jouer à la partie. Le président russe Vladimir Poutine, de son côté, a exigé qu'il exigerait des concessions, comme l'exclusion de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est fait, c'est réglé. Avant d'accepter un quelconque arrêt de la guerre qui a débuté en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. Lors de sa conférence de presse annuelle en décembre, Poutine a laissé entendre qu'un cessez-le-feu donnerait aux forces ukrainiennes l'occasion de reconstituer et de former leurs effectifs. Tout à fait vrai. Quand on sait que la Russie est actuellement à l'avantage, que c'est elle qui passe comme un rouleau compresseur sur course, qui est sur, dans certains endroits sur le front Est, on commence aussi à percer. Naturellement, la Russie craint qu'un cessez-le-feu soit une forme de répit pour les Ukrainiens et que ça permette aux forces ukrainiennes de se regrouper, de récupérer un peu plus de munitions, de se positionner sur le front, de mener des rotations d'ailleurs qui sont extrêmement difficiles à mener. Il faut amener des soldats parfois dans des zones qui sont enclavées, les faire circuler exposés au feu ennemi pour qu'ils puissent ensuite occuper une position défensive parfois pendant plusieurs mois. Donc, on a une fatigue sur le front, on a un épuisement, une baisse de morale qui appelle à ce genre de rotation, à ce genre de répit. Vous avez vu d'ailleurs ce qu'on a vu à Israël avec la guerre à Gaza. Assez rapidement, on a senti l'épuisement de l'armée israélienne qui commençait à manquer de carburant. On a pris une pause, cessé le feu, qu'on évoquait d'ailleurs à la revue de presse, était assez visiblement un prétexte pour prendre une forme de pause et se regrouper en attendant l'administration Trump. Maintenant, on a l'administration Trump au pouvoir. Les Israéliens nous disent qu'ils sont prêts non seulement à une nouvelle invasion de Gaza, mais à une guerre contre Gaza et contre l'Iran. Le chef de l'armée israélienne, qui a été nommé la semaine dernière, le 7 mars, si je me souviens bien, mentionnait explicitement « 2025 sera l'année de la guerre ». Donc, ces armées ont besoin de cycles de répit de temps à autre et ensuite, ils peuvent revenir plus forts, ayant compris un peu mieux leur adversaire, ayant compris quelle tactique déployer, quelles munitions acheminer, qu'est-ce qu'on utilise plus, qu'est-ce qu'on utilise moins. On est en mesure un peu plus de s'ajuster et ça, Poutine le voit très bien, qu'un cessez-le-feu pourrait tourner à l'avantage de l'Ukraine et qu'il est tout à l'avantage de la Russie, donc dans le contexte, de demander des concessions. Avant même qu'on arrête de bouger par en avant, qu'est-ce que tu vas me donner? Et là-dessus, la logique est tout à fait compréhensible. Il faut le savoir. La négociation, en ce moment, est entièrement basée sur le rapport de force. Et l'objectif, c'est non seulement, on s'entend, d'avoir une paix durable, mais c'est aussi de sauver des vies et c'est aussi d'écourter une guerre qui pourrait se prolonger. Ça, c'est juste l'esprit de la médiation et c'est l'esprit dans lequel tout le monde approche le conflit ukrainien, à se dire, naturellement, il va falloir faire des concessions, puisque la Russie a actuellement l'avantage. Si la guerre continue, plus d'Ukrainiens vont mourir, certes plus de Russes vont mourir, mais plus de territoires ukrainiens vont passer à la Russie. Donc, la seule manière de mettre fin à la guerre de manière satisfaisante, ce serait de concéder des territoires à la Russie qui sont actuellement contrôlés par l'Ukraine. Et ça choque plusieurs. Ça choque énormément. À dire, mais on s'est défendu on s'est battu pour chaque centimètre de ce territoire qui nous reste, et là, on est en train de suggérer ouvertement que peut-être faudrait les rendre à la Russie, sans aucun combat. C'est là qu'on entre dans la logique de la négociation. L'alternative, c'est quoi? C'est la Russie tue plus d'Ukrainiens pour les saisir ultimement. Quand on prend pour acquis que la Russie est actuellement à l'avantage, qu'elle a la prérogative sur le champ de bataille, que c'est elle qui a clairement l'initiative, dans ce contexte, il est clair qu'elle va faire des gains additionnels dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans l'éventualité où la guerre se continue. Donc, comment la convaincre d'abandonner ces gains potentiels, de renoncer à cet avantage? On n'a pas le choix de lui en céder quelques-uns. De dire, mais gars, on va t'épargner 1 an de guerre, 6 mois, 8 mois, peu importe. Et en échange, tu vas avoir ce que tu aurais obtenu de toute manière pour la paix. C'est loin d'être désirable, on s'entend. Je vous entends déjà me
me calomnier de cette solution. C'est loin d'être une solution et l'Ukraine est forcée de choisir entre, encore une fois, l'indésirable et l'intolérable. L'intolérable étant une poursuite de la guerre sans l'appui des États-Unis, des alliés européens, etc. L'indésirable, c'est de céder quelques portions de son territoire qui sont actuellement près de la ligne de feu pour s'acheter une paix plus durable. Aucun des scénarios n'est plaisant. Aucun des scénarios n'est attirant pour l'Ukraine, mais c'est la guerre à quoi on s'attendait. Naturellement, il allait avoir un prix à payer pour l'Ukraine là-dessus, et c'est extrêmement triste, mais l'alternative, c'est d'envoyer plus d'Ukrainiens à la mort dans une situation qui actuellement semble perdue d'avance. Alors, même les alliés européens là-dessus, c'est pourquoi vous avez vu d'ailleurs une certaine résignation de la part des alliés européens qui, au départ, peut-être, y allait de gesticulations politiques et de déclarations grandiloquentes sur l'appui de l'Ukraine et sur Zelensky, le héros. Mais assez rapidement, lorsqu'on les a forcés à, comme l'expression le dirait, « put their money where their mouth is », à dire ce qu'ils font, à faire ce qu'ils disent plutôt, et à appuyer leurs propos avec de l'argent, avec des hommes, avec des garanties fermes, l'Europe entière a juste regardé dans l'autre direction en retournant ses poches. Et en disant quoi? Mais excusez, on n'a pas d'argent, on n'a pas de missiles, on n'a pas rien à vous offrir. Peut-être que vous devriez accepter l'offre des Américains. Donc, aussi pathétique c'est, d'une certaine manière, c'est une manifestation de cette guerre qui est due pour se terminer. Quand plus personne, même depuis l'extérieur, où c'est même pas leurs hommes qui meurent, c'est même pas leur sang qui est versé sur le front, c'est pas leurs enfants qui meurent dans la boue, et ils sont quand même avec le discernement et l'intelligence de dire « ouais, peut-être que c'est terminé et qu'on devrait arrêter de tuer pour des territoires qui vont être perdus de toute manière ». Là-dessus, je suis extrêmement désolé de montrer ce genre de portrait, mais c'est pas parce que ça me plaît que je le mentionne, c'est parce qu'on a besoin de le dire. Sans quoi on va se retourner dans 1 an, et on sera encore en guerre en Ukraine, puis on va avoir le scénario qu'on a là. Là-dessus, je me sens pas mal en passant. Je me sens pas mal de déclarer parce que la position que je vous évoque, c'est une position de paix. Une paix qui aurait pu obtenir clairement il y a 1 an et demi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on fait le recul et qu'on regarde la situation avec rétrospective, on s'entend, la rétrospective est extrêmement facile, mais quand on regarde la situation avec beaucoup de recul et d'altitude, on constate que sur le front, la paix qu'on s'apprête à obtenir, elle aurait pu être obtenue il y a 2 ans. La situation sur le front a virtuellement pas changé. Kursk a été perdue. La seule différence, c'est que l'Ukraine s'est plus endettée, que l'administration Trump est arrivée, entre-temps, forçant des concessions à l'Ukraine additionnelles, que l'Ukraine a dépensé encore plus d'argent et qu'encore plus d'hommes sont morts. C'est vraiment la seule différence entre la situation qu'on avait il y a 2 ans et la situation qu'on a actuellement. La ligne a virtuellement pas bougé, la ligne du front, la ligne de feu. Et en conséquence, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On cède encore plus à la Russie parce qu'elle est justement devant une situation dominante. Alors là-dessus, je ne me sens pas mal de ma posture. Une posture qui en est une de paix, à dire ça aurait dû se terminer il y a longtemps, et peut-être même, si on est arrogant, si on a vraiment la prétention de faire ce genre de déclaration suppositoire, d'une certaine manière, et spéculative, qu'arriverait-il si on avait négocié la paix dès le départ? Quand Boris Johnson, premier ministre du Royaume-Uni, s'est rendu en Ukraine pour convaincre Kiev, ou plutôt contraindre l'Ukraine et Kiev et Zelensky, de refuser toute négociation d'emblée avec la Russie. Qu'est-ce qui se serait produit si on avait accepté de négocier à ce moment? Peut-être que la paix pouvait être obtenue pour à peu près le même prix, ou beaucoup moins cher. Donc, le temps seulement nous dira qu'est-ce qui sera le résultat pour ce qui est des négociations avec l'Ukraine, mais visiblement, il devra y avoir des concessions. La question principale sera à savoir où sera la ligne de partage de territoire. Trump nous dit actuellement qu'on négocie ouvertement avec la Russie sur cette question précise. On regarde la carte, à se dire qu'est-ce qui ira de quel côté. On est déjà dans les détails, si on veut, dans les enjeux très granulaires de la séparation, à y inclure également la fameuse centrale nucléaire de Zaporizhia, qui avait été visée par un certain nombre d'attaques, de contre-attaques, de prises et de reprises au cours de la guerre. Maintenant, la centrale nucléaire de Zaporizhia est très près de la ligne de front et il y a donc un débat sérieux à savoir de quel côté elle se retrouvera. Tout indique que les Russes vont hériter de la centrale nucléaire de Zaporizhia avec probablement un certain nombre de conditions de supervision internationale, etc. Mais ils obtiendront ce qui est essentiellement la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Alors, ces questions, à savoir du partage du territoire, et à tout ça qui va entrer en ligne de compte, à savoir, est-ce que l'Ukraine aura une garantie de sécurité? Parce que la Russie réclame l'entièreté du Donbass.
C'est la Novorossiya qu'appelle Poutine, pour reprendre le terme exact. Et Poutine, il va déjà de déclaration disant que l'entièreté de la Novorossiya fait partie de la Russie. La nouvelle Russie fait partie de la Russie. Et on n'a donc pas à faire des concessions à l'Ukraine. Et si on est pour faire des concessions, mais on va juste continuer la guerre et aller chercher le territoire. Alors donc, de geler le conflit sur sa ligne actuelle, ce serait seulement une invitation à relancer la guerre dans 3, dans 5, dans 10 ans. De la même manière qu'on l'a fait avec la Crimée, par exemple. Et les accords de Minsk. Donc, dans un scénario où on ne cède pas à la Russie tout ce qu'elle demande, c'est facile, il faut une garantie de sécurité. Parce que naturellement, la Russie convoiterait les territoires qui lui manquent. Et donc, si elle voit une Ukraine vulnérable, sans aucune garantie, elle ira peut-être, c'est pas une garantie, peut-être, chercher les territoires additionnels. Et c'est là qu'on arrive à cette question de garantie de sécurité. Et c'est pourquoi l'Ukraine dit, visiblement, on va être obligé de céder un peu de territoire, mais on ne veut pas tout céder. On veut garder au moins un peu de ce qu'on a défendu, même si c'est au Donbass et même si la Russie le réclame. Mais puisque la Russie le réclame, il va falloir qu'on ait une force de maintien de la paix ici. Et c'est l'élément auquel vraiment on a un déficit, si on veut, entre la position américaine, européenne et la position russe. On pourrait même ajouter l'Ukraine de l'autre côté, parce que la Russie, elle, demande de son côté, c'est une position qui est extrêmement intéressante, d'ailleurs parce qu'on se posait la question à savoir quelle serait la vision là-dessus d'une potentielle garantie de sécurité de la part de la Russie. Quelle est la position russe par rapport à une force de maintien de la paix européenne, par exemple? Les Russes nous disent, on veut rien savoir. Les Russes disent, l'Ukraine doit être neutre. C'est l'enjeu principal de la négociation, au-delà de la question territoriale, c'est la neutralité de l'Ukraine. Il n'est pas question seulement de l'OTAN, donc c'est un artefact de la neutralité de ne pas appartenir à l'OTAN. On veut aussi qu'il n'y ait aucune implication militaire par les puissances européennes ou externes, quelconque, pas juste l'Europe. Personne n'aurait le droit d'agir comme un acteur de maintien de la paix en Ukraine le long de la ligne de conflit. On dit également qu'on veut qu'il n'y ait aucune garantie de sécurité, parce que ça reviendrait à une forme d'alliance militaire. Donc, il faudrait que l'Ukraine soit conservée, en fait, que son statut de neutralité soit d'une certaine manière presque inscrit dans sa constitution. Et si c'est pas inscrit constitutionnellement, mais que ce soit basé d'une certaine manière, que ça devienne un pilier de l'identité ukrainienne, qu'on en fasse un État neutre à travers une entente réciproque entre la Russie, l'Europe et les États-Unis, où tout le monde convient que c'est un peu un tampon entre les grands blocs. C'est ce que désire la Russie, et il n'est pas impossible qu'elle l'obtienne. Il n'est vraiment pas impossible qu'elle l'obtienne. Maintenant, pour arriver à ce genre de scénario, il faudrait probablement concéder à la Russie tout ce qu'elle demande. Et là, effectivement, la Russie n'aurait plus de prétention territoriale sur l'Ukraine. Et pourrait exister une Ukraine neutre, sans le Donbass, sans ces régions russophones, qui seraient rattachées à la Russie. Et l'Ukraine pourrait exister comme un État essentiellement du tiers-monde. Hein? Parce que là, ce que ça implique, c'est pas d'Union européenne. Ça veut dire pas d'Union européenne, pas d'alliance de défense, ça veut dire des connexions économiques assez limitées également avec les partenaires européens et avec tous ceux qui ont été impliqués dans la guerre parce qu'il n'y aurait pas de contrepartie, un peu comme les Américains demandent à dire on donne une garantie de sécurité, mais à une condition. Ou en fait, on ne veut même pas donner la garantie de sécurité, tu nous donnes tes minerais. Là, la question de la neutralité vient un peu s'embêter là-dedans. Donc, Poutine commence la négociation avec des positions maximalistes. À dire, on veut l'entièreté du Donbass, le Novorossiya, ça nous appartient, et en plus, l'Ukraine doit rester entièrement neutre. Avant les négociations, l'Ukraine avait insisté sur le fait que tout cessez-le-feu inclurait des garanties de sécurité, mais rien dans la déclaration publiée mardi n'indiquait que de telles garanties seraient fournies. M. Wass a déclaré aux journalistes que les garanties avaient fait partie des discussions à Jeddah. Donc, ça fait partie du calcul quand même. Tout ce qu'on évoque en ce moment, ce sera donc une question surtout à savoir quelle sera la délimitation territoriale. C'est ce qui va déterminer les besoins de sécurité de l'Ukraine après la guerre. On continue avec ce deuxième article, toujours au New York Times, qui cette fois nous décrit l'effondrement de l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk. On se souvient, cette percée ukrainienne qui avait été dès le départ un peu dénoncée par un certain nombre de stratèges, de tacticiens en Occident, dont moi-même en passant, qui regardait ça de l'extérieur en vous disant
ça semble être tout un gamble, un coup de dé d'une certaine manière pour essayer de divertir l'attention de la Russie du front Est vers le Nord. Ça avait effectivement forcé la Russie à amener une certaine réponse, mais on avait commis les meilleures forces ukrainiennes à cette offensive. On avait commis beaucoup de forces spéciales, des équipements hautement sophistiqués fournis par les Américains, et cette offensive, donc, on avait mis énormément d'œufs dans ce panier. S'avère-t-il donc que cette conclusion un peu inévitable s'est aujourd'hui produite alors que l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk s'est complètement effondrée. Au plus fort de la campagne, les forces ukrainiennes contrôlaient environ 1200 km² de territoire russe. Aujourd'hui, elles ne détiennent plus qu'une petite bande de territoire le long de la frontière. Vous voyez d'ailleurs la carte à l'écran. C'est une posture qui est difficile, en fait, à tenir d'emblée, on s'entend, parce qu'on était directement en Russie. C'est des territoires qui ne sont pas ukrainiens, qui demandent donc une chaîne logistique beaucoup plus solide et un réapprovisionnement beaucoup plus rigoureux. Et naturellement, on pouvait s'attendre à ce que les Russes commencent à s'attaquer à ces chaînes d'approvisionnement. C'est exactement ce qui s'est produit. Les Russes ont d'abord coupé les lignes d'évacuation, ensuite l'approvisionnement. Ils ont pris les Ukrainiens en enclave dans une espèce de chaudron et les Ukrainiens ont donc été forcés d'abandonner beaucoup de leurs positions très rapidement, ce qui nous donne la posture absolument incroyable à laquelle vous assistez en ce moment à Koursk. On se souvient d'à peine il y a quelques semaines lorsqu'on faisait cet exercice et qu'on affichait la carte. On avait encore quand même un certain territoire occupé par l'Ukraine et qu'on imaginait monnayable, échangeable, monétisable dans une négociation avec la Russie. On disait, on va l'échanger, ça va être un jeton de négociation. Clairement, ce jeton n'est plus sur la table maintenant. Les forces ukrainiennes se sont presque entièrement retirées de la région de Koursk, mettant fin à une offensive qui avait stupéfié le Kremlin l'an dernier. Les soldats ukrainiens au front ont décrit une retraite organisée par endroits et chaotique par ailleurs, alors que les forces russes ont pris d'assaut leurs lignes et les ont forcés à se replier sur une bande de terre le long de la frontière. Je veux qu'on parle notamment des Nord-Coréens. Au moment où un peloton d'assaut ukrainien s'est retiré de sa position il y a moins d'une semaine, tous ces véhicules avaient été détruits. Des drones les traquaient jour et nuit. Ils étaient presque à court de munitions. Les forces russes se rapprochaient de toutes parts, a déclaré le commandant, nous incitant à battre en retraite. Le commandant, qui a demandé à être identifié uniquement par son indicatif, a déclaré qu'il avait fallu 2 jours à son unité pour parcourir plus de 19 km à pied depuis ses positions près du village russe de Lokhnia jusqu'à la frontière ukrainienne. À ce moment-là, la zone où se trouvaient nos positions était déjà occupée par les forces russes. Au plus fort de l'offensive, on se parlait tout à l'heure de cette perte rapide de 1200 km jusqu'à à peine 78 km². Donc, à toute fin pratique, cette offensive est entièrement terminée. Lorsque vous visionnerez probablement cette revue de presse, que ce soit demain ou dans les jours subséquents, ce sera entièrement terminé. La fin de la bataille approche, a déclaré M. Parainen, un analyste pour le Blackbird Group en Finlande. Il n'a pas été possible de confirmer de manière indépendante la part du territoire russe encore sous contrôle de l'Ukraine à Koursk, mais des soldats ont signalé de violents combats. Les soldats ont déclaré qu'ils essayaient de mettre en place des solides positions défensives le long des crêtes. Nous maintenons nos positions sur le front de Koursk. La seule différence est que nos positions sont considérablement rapprochées de la frontière. Je veux qu'on continue avec la question, en fait, de la Corée du Nord. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Comment la tendance a tourné? Lors de la dernière visite du New York Times à la frontière entre Sumy et Koursk fin janvier, les déplacements diurnes étaient quasiment impossibles car le ciel était rempli de drones russes. L'Ukraine avait envoyé certaines de ses brigades les plus expérimentées à l'opération Koursk, mais des mois d'assaut incessants des forces russes et des milliers de soldats nord-coréens combattant leur côté faisaient de plus en plus de victimes. Alors que les troupes nord-coréennes s'étaient retirées du champ de bataille en janvier pour se regrouper, elles ont repris le combat depuis début février. Les soldats ukrainiens ont affirmé que leurs compétences au combat se sont améliorées. Beaucoup d'entre eux ont exécuté des manœuvres tactiques très intelligentes. À la mi-février, les forces russes avaient avancé à moins de 5000 des principales routes de ravitaillement de l'Ukraine vers Soudja, ce qui leur permettrait de soubler les essaims de drones dont beaucoup étaient attachés à des câbles de fibre optique. D'autres soldats ukrainiens ont demandé à être identifiés seulement par leur prénom, ont décrit les forces russes utilisant des drones d'attaque. Alors, ces Nord-Coréens, nous dit-on, sont devenus maintenant une force extrêmement effective sur le front de Koursk et les Ukrainiens eux-mêmes observent une certaine intelligence dans leurs adversaires qui ont été déployés d'abord dans un certain chaos et une certaine cacophonie pour ensuite être retirés
est ramené avec clairement des compétences additionnelles et une intelligence tactique ou un commandement un peu plus compétent. Donc, les Nord-Coréens, extrêmement important de le savoir. Moi, personnellement, je les aimais mieux incompétents. On découvre aujourd'hui que les Nord-Coréens sont en fait une force de combat capable, tout à fait utile et qui peut être déployée contre des adversaires qui, soyons clairs, sont extrêmement expérimentés. Les troupes ukrainiennes sont probablement dans le monde actuellement avec les Américains, les troupes les plus compétentes. Ce sont les plus expérimentés au combat, ce sont ceux qui sont les plus à jour en termes de tactique, en termes de manœuvre. Ils ont été formés par des partenaires occidentaux. Ils sont au pic, si on veut, de leur montée de puissance. Certes, le moral est plus bas, mais vous comprenez en termes de compétences, d'habileté. Les Ukrainiens sont capables de juger d'un adversaire compétent. Ils en ont vu. Et donc, lorsqu'ils nous disent aujourd'hui, faites attention, les Nord-Coréens ont clairement appris quelque chose à travers tout ça, eh bien, ça nous montre comment fonctionne la guerre, justement, de cette force qui était au départ un peu dérisoire des Nord-Coréens, qui ont appris très rapidement à se battre. C'est pas sans importance pour la question, notamment, de la compétition entre les Américains et la Chine, parce qu'on sait, un des points qui est souvent évoqué pour relever la vulnérabilité, ou plutôt l'incertitude vis-à-vis des capacités militaires de la Chine, c'est le fait qu'elle ne s'est jamais battue. Qu'il n'y a personne en Chine qui a la moindre idée de quoi a l'air la guerre. Il n'y a pas un général, il n'y a pas un officier, il n'y a pas un agent de logistique, il n'y a pas un capitaine de navire, il n'y a personne qui a jamais vu de quoi a l'air la guerre. Tout le monde se fait des scénarios, on s'imagine un peu, on lit des livres. Vous imaginez quel genre d'armée ça compose? Naturellement, il y a un peu une espèce d'incompétence, un amateurisme ambiant. Il y a beaucoup de choses dans l'armée chinoise qu'on peut relever vont probablement être problématiques en scénario de guerre, notamment, par exemple, les navires de l'armée de libération chinoise sont dirigés par 2 officiers. Ce sont les seuls navires au monde qui ont 2 officiers au premier rang. D'habitude, on a seulement le capitaine. Eux vont avoir un capitaine et un officier politique qui était nommé par le Parti communiste chinois. Donc, il y a toute cette question vis-à-vis la capacité réelle de l'armée chinoise. Pourquoi je vous relève la question de la Corée du Nord? Ben, c'est que visiblement, une armée complètement incompétente, qui a aucune idée de comment ça fonctionne, qui a jamais été déployée, qui vit en marge, si on veut, de l'écosystème d'information technologique, etc., est en mesure de devenir quand même relativement capable assez rapidement, une fois qu'elle est exposée au feu. On peut présumer donc qu'une armée chinoise trouverait ses jambes très rapidement dans l'éventualité d'un conflit avec les Américains où on doit tout le monde y aller à pleine ressource. Probablement que les Chinois trouveraient assez rapidement comment améliorer leur capacité opérationnelle. On continue rapidement, parce que je vois déjà que je m'éternise sur la Russie. On a ces nouvelles à partir justement toujours de la Russie, de l'agence de presse russe en fait, qui nous dit qu'environ 30 pays, plus de 30 pays, rejoignent la coalition des volontaires pour soutenir l'Ukraine. Cette fameuse question de garantie de sécurité qui viendrait peut-être des Européens, où on dit ben, les Européens pourraient envoyer toutes leurs armées ou un certain nombre de soldats chacun et faire eux-mêmes la garantie de sécurité à travers une force de maintien de la paix. On se dit ça pourrait même être le début d'une alliance européenne. Pourquoi pas? Une alliance que l'Allemagne dit pourrait être défendue par l'arme nucléaire française. Il y a un certain nombre quand même il y a un énorme potentiel dans l'idée d'une alliance européenne qui commencerait à travers l'Ukraine. On nous dit donc que plus de 30 pays auraient manifesté leur intérêt à faire partie de cette coalition. Les capacités de contribution varieront, mais il s'agira d'une force importante avec un nombre important de pays fournissant des troupes et un groupe plus important. Donc, nous attendons à ce que plus de 30 pays soient impliqués dans la coalition volontaire, nous dit le Royaume-Uni, et c'est rapporté par la Russie. Les capacités de contribution varieront, il s'agira d'une force importante. Le 15 mars, Starmer a déclaré lors d'une réunion en ligne à la suite du sommet que la coalition de volontaires en question se réunirait cette semaine, le 20 mars, à Londres, pour discuter des modalités opérationnelles de l'envoi de troupes en Ukraine. Alors, vous voyez clairement qu'est-ce qu'on a devant nous. Les Américains ne feront pas de garantie de sécurité. Il n'y aura probablement pas de troupes américaines, à l'exception peut-être pour défendre quelques installations stratégiques, si jamais on a des centrales nucléaires, par exemple, des trucs comme ça qu'on doit surveiller. Effectivement, des mines, gisements, ce qui va être les intérêts économiques américains primaires, on va les défendre. Mais pour le reste, on regarde en direction de l'Europe et ce sera une partie intégrale de la négociation.
lorsque Poutine nous dit on ne veut pas de garantie de sécurité, on ne veut pas de force de maintien de la paix. De l'autre côté, les Européens disent on a 30 pays qui sont prêts à y aller là. OK. On voit dans quel carré de sable va se passer la négociation. Disons, ça devient assez clair. Alors, parlant de la Russie, toujours on termine là-dessus parce que je veux pas qu'on s'éternise. Les investisseurs qui cherchent du profit en Russie, alors que la Russie et les États-Unis sont en plein rapprochement. Article du Financial Times. Les investisseurs se tournent vers des paris à l'abri des sanctions sur les obligations russes et l'euro pour parier que le rapprochement de Trump avec Poutine enverra une vague de capitaux dans l'économie russe. Les fonds spéculatifs et les courtiers cherchent à savoir comment négocier les actifs russes qui ont été boudés par l'Occident, mais qui, selon eux, pourraient fortement augmenter si le président américain assouplissait les sanctions dans le cadre d'un accord de paix. Trump et Poutine doivent s'entretenir au téléphone au sujet de la guerre cette semaine. Le rouble a bondi de près du tiers face au dollar cette année, justement, dans l'espoir d'une fin de conflit qui dure depuis près de 3 ans. Mais les investisseurs affirment que le marché anticipe, au-delà de cette perspective, un éventuel allègement plus large des sanctions. Donc, Wall Street se réjouit à l'idée de réintégrer la Russie dans l'écosystème économique occidental. Une partie de la rhétorique de Trump à propos de la Russie est erratique, nous dit-on, et c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Mais il s'agit de la levée des sanctions. S'il reste difficile pour les fonds de parier directement sur les actifs russes, certains sont à la recherche d'obligations d'entreprises russes, qui étaient considérées comme presque sans valeur après l'invasion totale de l'Ukraine, mais qui sont désormais majorés dans des valorisations internes de certains investisseurs, des entreprises dont on interdisait le commerce ou dont on pense, par exemple, à des méga joueurs qui sont publics, dans le cas échéant, là, qui sont nationalisés. Gazprom, par exemple. Vous comprenez que si Gazprom était coté en bourse, l'action exploserait demain matin avec la perspective de la normalisation des sanctions et de ces nouveaux marchés qui se débloqueraient à nouveau pour la Russie. Donc, il y a un certain enthousiasme, nous dit-on, surtout au sein de la communauté des fonds spéculatifs, ces fameux hedge funds. Néanmoins, le rouble reste peu négocié hors de la Russie. Les obligations sont généralement interdites aux investisseurs institutionnels étrangers. Donc, clairement, le capital international regarde vers un assouplissement des sanctions, vers un élargissement des relations avec la Russie et une levée totale une normalisation des relations. Dans un tel scénario, effectivement, beaucoup d'argent ira directement vers la Russie et ce sera du capital occidental. Paradoxalement, alors que l'Ukraine demande qu'on lui envoie des milliards, où ira l'argent spéculatif, l'argent d'investissement post-conflit? Il ira autant en Ukraine qu'en Russie. C'est hallucinant. On est vraiment dans un scénario de science-fiction. Ce qui nous amène à notre prochain dossier, alors que Emmanuel Macron et les Européens commencent à perdre patience et à dire Macron qui déclare à ses collègues de l'Union européenne « Arrêtez d'acheter américain, achetez européen ». Il faut proposer à ceux qui achètent le Patriot, le SAMPT franco-italien de nouvelle génération, à ceux qui achètent le F-35, l'avion de chasse américain, il faut proposer le Rafale, a déclaré le président français. Le président français veut mener une offensive de charme pour convaincre les pays de l'Union européenne de cesser d'acheter du matériel de défense américain, plutôt du matériel français européen. Macron, qui appelle depuis des années à orienter les dépenses de défense vers les produits de l'UE, a déclaré qu'il souhaitait convaincre les autres pays qui achètent actuellement américain de se tourner vers des options locales. Il faudrait proposer à ceux qui achètent le Patriot les options franco-italiennes, à ceux qui achètent le F-35 le Rafale, et c'est ainsi qu'on pourra augmenter la cadence de production. Effectivement, c'est vraiment là-dessus tout un équilibre extrêmement intéressant pour ce qui est des industries militaro-industrielles, parce que vous comprenez que c'est un peu en fait la raison pour laquelle c'est aussi sensible. C'est quand on achète des armes à un autre, on fait plus que lui envoyer de l'argent, on fait aussi soutenir son industrie à lui, qui permet de réduire ses coûts individuels, ses coûts locaux pour ses propres produits. Plus les Américains exportent de F-35 au monde entier, moins les F-35 leur coûtent cher à la pièce, parce que le prix de développement, le prix des usines, le prix de la fabrication, le prix des designs, le prix, tout ça, du marketing, a été partagé à travers plusieurs alliés. Et d'une certaine manière, les Américains sont en mesure de diviser la facture et de l'évacuer à travers les ventes internationales. C'est d'ailleurs une partie absolument centrale, c'est un pilier du secteur militaro-industriel américain, c'est les exportations. Et encore plus, c'est une question de balance commerciale.
Et là, on arrive sur un autre enjeu qui est un peu plus embêtant parce que on sait qu'en ce moment, vous avez l'Europe de leur côté qui disent « on ne peut pas juste acheter des équipements américains » et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est pas normal que l'Europe soit équipée à partir du complexe militaro-industriel américain. C'est effectivement une vulnérabilité. C'est aussi, encore plus que ça, on le mentionne, c'est tirer dans le pied de son propre secteur. Parce que si on transférait nos commandes d'avions, c'est 80, 150, 200 F-35 qu'on achète par exemple dans un certain nombre de pays et qu'on les transfère soudainement dans une usine de Rafale. Et on t'achète pas 200 F-35, pour le même prix, on achète 325 Rafale, 250, peu importe, parce qu'ils sont considérablement moins chers. L'impact, c'est bien sûr que l'argent s'en va en France, mais c'est aussi que l'usine, soudainement, est beaucoup plus rentable. Et c'est aussi qu'on peut faire des investissements vers plus de production et qu'on développe la capacité, comme on dit ici de Macron, la cadence de production. Parce que vous l'avez vu avec l'Ukraine, l'Europe n'était tout simplement pas en mesure de rencontrer la demande de la guerre en termes de munitions de production et de la cadence de production. On se disait, oui, on a de l'équipement ici, mais c'est parce que si on vous le donne, ça va prendre 10 ans avant de le revoir depuis nos usines. On ne produit pas d'avions, on ne produit pas de missiles, on ne produit pas d'artillerie, on ne produit rien. Et là, vous voulez qu'on les envoie tous. On les a accumulés depuis 40 ans. Et c'est ce qui a fait qu'on a tué notre économie militaro-industrielle. C'est ce qui a fait qu'on a tué le secteur et qu'on l'a laissé tranquillement asphyxier. C'est parce qu'on n'en avait pas besoin. C'est parce qu'on avait accumulé, puis la guerre froide était terminée, on avait ce patrimoine, cette espèce d'inventaire, comme la Russie d'ailleurs, qui passe encore en ce moment du stock de la guerre froide. Donc, ces pays est un peu plus arrogants là-dessus et on a complètement laissé tomber l'industrie militaire, à l'exception des Américains. Et la manière dont les Américains ont réussi à maintenir ça, c'est justement par les exportations. D'ailleurs, ceux qui ont suivi ce fameux discours célèbre de Eisenhower, Dwight Eisenhower, lorsqu'il quitte la présidence des États-Unis, et qu'il avertit explicitement, et avec beaucoup de sérieux, dans son discours final, du danger du complexe militaro-industriel, du danger de créer cette espèce d'industrie de la guerre qui dépend de toujours plus de guerre. Et souvent, on manque un bout de ce discours. Parce que la déclaration d'Eisenhower est très spectaculaire lorsqu'on dit « attention au complexe militaro-industriel qui va vouloir de l'influence et qui va vouloir unwarranted influence, qu'il le veuille ou non. » Tout à fait. Mais c'est ce qu'il disait juste avant. Pour mettre en contexte sa déclaration, que moi je trouve fantastique, il explique pourquoi il y a un complexe militaro-industriel. Pourquoi les Américains n'ont pas le choix. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte justement que pour maintenir la stabilité mondiale, pour maintenir une capacité de dissuasion, empêcher que nos adversaires nous attaquent, empêcher qu'on profite de notre vulnérabilité, pour maintenir peace through strength, la paix par la force, on n'a pas le choix, disait-il dans ces termes exacts, de maintenir un arsenal de la démocratie. C'est donc, on n'a pas le choix à un moment donné d'avoir... On ne peut pas renvoyer, on l'a vu par la Deuxième Guerre mondiale, c'était un peu ça auquel on faisait allusion, il a fallu convertir l'entièreté de la capacité de production industrielle américaine vers une économie de guerre. Une fois la guerre terminée, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec cet énorme secteur industriel. Clairement, on ne peut pas le retourner à faire entièrement des laveuses et des sécheuses et à faire des lave-linges, pardon, et à produire des électroménagers, des téléviseurs et des voitures civiles. Il faut qu'on garde une certaine capacité industrielle dans l'éventualité où la guerre repart. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les usines tournent à vide. On produit des armes qu'on n'a pas besoin. Ah non, on n'a pas le choix. Il va falloir les vendre, il va falloir les exporter, il va falloir... Et c'est ensuite que donc Eisenhower disait, maintenant qu'on sait qu'on n'a pas le choix d'avoir un complexe militaro-industriel, qu'on n'a pas le choix d'avoir justement cette capacité industrielle de production un peu dormante et qu'on maintient quand même active à travers les exportations, eh bien, naturellement, il y a des chances que ce complexe militaro-industriel devienne une force un peu incontournable dans l'économie américaine, devienne un peu un bloc intouchable et qu'il en découle une influence politique indue qui pourrait être nuisible à la démocratie puis à la vie de la société. Donc, la déclaration d'Eisenhower là-dessus est absolument intéressante parce qu'elle relève beaucoup plus l'importance d'un complexe militaro-industriel, de dire un pays sérieux doit maintenir un complexe militaro-industriel. Maintenant, oui, ça vient avec un coût énorme. Oui, c'est un sacrifice économique. Oui, ça veut dire qu'il faut le maintenir en vie, même si en théorie, on n'en a pas besoin.
Donc, cette image qui avait été proposée par Eisenhower a souvent été mal interprétée, qui était comme vue comme on ne doit pas avoir un complexe militaro-industriel et c'est mauvais. L'inverse, il disait on en a besoin d'un et à cause qu'on n'a pas le choix, que c'est une prérogative de l'État, il va falloir toujours les surveiller parce qu'ils vont toujours avoir un pouvoir et une influence et ils vont chercher à grossir et à grandir. Alors là-dessus, pour ce qui est de l'Europe, ça s'applique totalement. L'Europe est à l'heure de dire on doit rapatrier l'argent qu'on envoie du côté des Américains pour maintenir en vie notre capacité industrielle en Europe. Commencer à acheter européen. Commencer à savoir qu'il y a toujours une chaîne de production de rafales d'actifs. Qu'on la mettra jamais hors de production. Qu'on se mettra jamais à licencier des techniciens, des ingénieurs, des gens qui ont travaillé sur le programme, qui sont de la compétence intellectuelle, cognitive absolument essentielle, névralgique dans le programme lui-même, et qu'à un moment donné, ben là, on arrête d'en vendre et on a besoin de moins de gens, le programme commence à rapetisser et asphyxier jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La ligne de production de F-22, d'ailleurs, aux États-Unis, est arrêtée, si je me souviens bien. Si je me souviens bien. Alors, ce genre de choses, ça se produit. Les Européens l'ont vécu au cours des dernières décennies. On a un secteur complètement, on pourrait dire, morose, complètement dénué de toute forme de dynamisme, d'énergie, d'investissement, de capital. Et maintenant, on se dit, ben, on devrait le renforcer. La question devient, à qui on achète? Parce que vous comprenez que c'est super facile pour les Français, dans le contexte, de vouloir se transformer en Américains. C'est très facile. C'est la réponse facile. Les Français viennent prendre le rôle des Américains, de dire, ben, à la place de subventionner le secteur militaire américain et de leur permettre de maintenir une capacité de condition et de leur permettre de réinvestir dans le développement et dans leurs emplois à la maison, vous devriez envoyer votre argent en France. L'avantage, c'est bien sûr l'autonomie stratégique. On dit, ben, au moins ce sera européen. On a le Buy European, ça sonne bien. Mais le résultat fondamental, il reste le même. On subventionne une industrie militaire étrangère. Et si l'Allemagne décide d'abonder dans cette tactique, par exemple, vous comprenez qu'elle cède une portion de sa souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle, en ce moment, on parle de rapatrier les achats. C'est qu'on le voit comme une extension, comme un artefact de la souveraineté, décider à qui on achète, à qui on envoie notre argent et à quelle industrie on subventionne. Ben, naturellement, la France voit l'opportunité de remplacer les Américains comme principal exportateur et comme complexe militaro-industriel par défaut de l'Union européenne, où l'Union européenne deviendrait essentiellement un grand groupe d'achat pour les producteurs français. C'est une opportunité fantastique. Et effectivement, ça fait tout son sens pour les pays européens qui veulent se débarrasser de Washington et qui n'ont pas la capacité économique, démographique, industrielle de maintenir leur propre complexe militaro-industriel. Autrement dit, j'ai pas le monde, j'ai pas l'expertise, moi je suis la Roumanie, tu comprends? J'ai pas les moyens de produire mes propres tanks, mes avions de chasse. Donc là, pour ces États, ça fait du sens d'acheter des produits européens. Pour les autres, on est encore dans le même résultat, où on vient prendre notre argent, financer une industrie extérieure qui, au bout de la ligne, pourrait un jour se retourner contre nos intérêts. Là, en ce moment, on voit les États-Unis qui se retournent contre l'Europe. L'aviez-vous prédit? Il y a 15 ans, il y a 20 ans, est-ce que c'était prévisible, cette rupture totale des relations, ou presque, entre l'Europe et les États-Unis, cette espèce de scission stratégique, c'était un peu imprévisible. Je pense qu'on peut en convenir. Donc, il est arrogant maintenant pour l'Europe de dire « Oui, on va acheter tout à la France et ça va jamais se retourner contre nous. Jamais on aura un enjeu stratégique avec la France, jamais on aura un conflit, jamais on aura une dispute, jamais il y aura un moment où on ne sera pas complètement aligné avec le leadership français. » C'est vraiment naïf, surtout quand on connaît l'Europe et qu'on connaît la relation historique entre certains des grands acteurs et les blocs à l'intérieur de l'Europe, entre l'Est, le Centre, l'Ouest. Ce serait très naïf de penser que c'est une bonne idée. Cela étant dit, il faut donc comprendre que d'acheter aux Américains pour un certain nombre de pays, c'est peut-être pas nécessairement si mal que ça. Et c'est la raison, d'ailleurs, en passant, pourquoi les Européens achètent surtout aux Américains. Oui, le fait que les armes sont meilleures. Oui, le fait, pour la plupart, pas toutes, certaines armes sont plus sophistiquées, comparativement en termes de qualité. Oui, c'est à cause aussi de la raison de la balance commerciale, parce qu'on veut acheter aux Américains. Oui, c'est parce qu'on n'a pas la capacité. Il y a tous ces facteurs. Mais il y a aussi l'enjeu stratégique. Parce que beaucoup de ces pays européens voyaient très bien, effectivement, qu'on est
beaucoup mieux acheter aux Américains de l'autre côté du continent, avoir des armes américaines, parce que si jamais il se produit un conflit à l'intérieur de l'Europe, ce ne sera pas avec les Américains. Ce ne pas les Américains qui vont envahir le territoire, par exemple, de l'Allemagne ou encore de l'Italie. Ce sera probablement un autre État européen. Historiquement, c'est ce qui s'est produit. Alors, les Européens, aussi pro-Europe sont-ils, font pas tellement confiance à leurs prochains non plus pour acheter tout leur armement. Et donc, malgré la déclaration de Macron, malgré toute cette situation, il pourrait très bien qu'il y en ait plusieurs, comme je vous dis, qui regardent vers les États-Unis et qui se disent « non, ouais, je sais. Je sais que c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que d'acheter ça à un pays qui partage une frontière avec moi et avec qui on a un certain nombre d'antécédents, historiquement. » On pense à l'Allemagne et la France. Vous me direz « franchement, c'est la paix, on vit dans une autre époque. » Ce sont deux puissances continentales qui partagent un espace stratégique et qui sont fondamentalement, culturellement différentes et qui vont probablement toujours compétitionner d'une manière ou d'une autre. Parlez-moi du couple franco-allemand, je vous parlerai des divorces fréquents et des ruptures assez spectaculaires auxquelles on a assisté. Donc, faut pas être naïf. Qu'il est possible, effectivement, que l'espace sécuritaire européen se fracture et explose, comme on l'a vu par le passé, surtout dans un contexte où on n'a plus d'OTAN, où on n'a plus d'unité américaine, où on n'a plus cette espèce de QB, de quarterback américain qui tient l'équipe ensemble. Il est très possible qu'on voit un autre effondrement du secteur de l'espace sécuritaire européen. Et dans un tel scénario, les Allemands seront contents d'être équipés en Américains. Même chose pour les Britanniques, etc., ou encore les pays baltes, ou peu importe. C'est là que je vous dis, je suis pas en train de célébrer les Américains comme complexes par défaut et comme vendeurs, exportateurs d'armes, mais il y a une raison pour laquelle beaucoup de pays ont choisi les Américains. C'est qu'on le voyait comme un peu une manière de neutraliser les menaces extérieures en prenant un allié qui était un peu plus neutre, qui était pas géographiquement impliqué. Ensuite, l'autre question, et ça nous amènera bientôt ensuite à notre prochain dossier, c'est celle de la balance commerciale. Beaucoup de pays en ce moment sont en négociation active avec les Américains sur les échanges, sur les traités commerciaux. Et qu'est-ce que dénoncent les Américains? Ils ont un déficit. Vous achetez moins chez nous qu'on achète chez vous. Et on doit régler ce déficit-là. Le problème, c'est que beaucoup de ce que les Européens achètent aux Américains, c'est de l'équipement militaire. Donc, si vous décidez demain matin de dire « OK, on n'achète plus d'équipement militaire aux Américains », c'est des milliards de dollars qui s'ajoutent au déficit commercial. Et qui, là, il faut acheter juste plus de trucs aux Américains. Vous comprenez qu'on fait seulement agrandir la distance dans la négociation avec Trump. Lorsqu'il dit, par exemple, on a un déficit de 100 milliards, vous devez acheter 100 milliards de plus aux États-Unis. Maintenant, on monte ce déficit à 180 milliards parce que tous les achats militaires sont soudainement évacués de la pile. Eh bien, c'est un déficit commercial qui va nuire encore plus dans la négociation avec les Américains. Et je vous dis, c'est loin d'être fou ce que je vous dis là, et c'est loin d'être tiré par les cheveux. En fait, on relève ensemble un article qui est directement connecté avec ça par rapport à la balance commerciale et aux enjeux stratégiques derrière. Du New York Times, toujours, mon Dieu, qu'on fait une grosse couverture cette semaine. Nous vous entendons, Monsieur le Président. Le monde entier fait la queue pour acheter du gaz naturel américain. Face aux menaces tarifaires de Trump, les gouvernements et les entreprises proposent des investissements majeurs dans des projets américains de gaz naturel liquéfié. Ce qu'on voit actuellement, c'est donc qu'alors que tout le monde se fait demander de réduire la balance commerciale, donc d'acheter plus de produits américains, leur première réponse est de dire « OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait acheter en énorme bloc qui nous permettrait de vider notre balance commerciale, rééquilibrer la relation, faire taire Donald Trump, qui pourrait dire « OK, c'est égal. » Ben, mettons, on a un déficit de 60 milliards commercial, exemple. Canada, on parle de 80, 90. Le Canada pourrait dire, on va acheter 90 milliards en gaz naturel liquéfié aux États-Unis, à toutes les années. En théorie, ça élimine entièrement le déficit commercial. La relation redevient productive. Le Canada obtient quelque chose en échange. Ça ne s'applique pas. Le Canada est indépendant énergétiquement, on n'a pas besoin du gaz. Mais vous comprenez mon exemple. L'Europe fait exactement ça. Le Japon, les pays qui actuellement sont dans le marché du gaz naturel liquéfié, font la file pour aller voir les Américains et dire « On va vous en acheter du gaz naturel. » Vous pensez que c'est pas une vulnérabilité stratégique énorme que d'être dépendant? On pourrait mettre la dépendance énergétique au même titre que la dépendance dans le secteur industriel ou dans le secteur militaire, vous comprenez? Les deux, c'est
C'est un artefact de la souveraineté de l'État, d'être capable de s'auto-alimenter en énergie ou d'être capable de se défendre soi-même sans demander la permission. C'est deux attributs de la souveraineté. Et pour s'en acheter un, donc, c'est pourquoi je vous parle de tout ça, pour s'acheter le droit d'arrêter d'acheter que des armes américaines, ben, il faudrait nécessairement faire un compromis et faire plus d'achats ailleurs dans l'économie américaine, à moins qu'on accepte que c'est juste un énorme déficit commercial, que les Américains vont domper des tarifs de 50% sur toutes les importations européennes, qu'on va rééquilibrer comme ça. Pas en augmentant les achats américains, en baissant les achats, en augmentant les achats européens, mais en baissant les achats américains en Europe. C'est la stratégie de Trump, de dire, ben, écoutez, si vous achetez pas plus aux États-Unis, nous, on va mettre des tarifs, et ce que ça va faire, ben, on va moins importer de produits européens. Et la balance va se rééquilibrer. Donc, cette question de balance commerciale, elle est centrale non seulement à toute cette négociation commerciale, mais aussi à la question de l'armement. Et c'est quelque chose qui est souvent évacué. On va dire, ah, c'est pas grave à qui tu l'achètes. Ouais, si le président des États-Unis passe pas chaque matin à regarder les déficits commerciaux puis à voir qui manque 3 piastres dans son bill cette semaine, si c'est le cas, vous n'avez pas avantage à augmenter votre déficit commercial considérablement. D'ailleurs, on demandait à Trump, alors qu'il était avec... qui c'était? Est-ce que c'était Keir Starmer? C'était Keir Starmer du Royaume-Uni. On lui demandait... un journaliste demandait à Trump, allez-vous mettre des tarifs sur le Royaume-Uni? Est-ce que c'est une possibilité? Trump lève les yeux, réfléchit pendant une seconde et fait un comme... Non, mais il me semble que les autres sont corrects. Faisant explicitement référence au fait que non, il me semble qu'eux autres, leur balance commerciale est positive. Il me semble qu'on n'a rien à faire avec eux. Donc, les transactions, puis l'esprit de négociation de Trump est entièrement motivé par combien de milliards qui te manquent pour que ça soit égal. Donc là, les Européens, en ce moment, un des leviers qu'ils ont pour acheter aux États-Unis, c'est d'acheter leurs armes. Et ça leur permet de maintenir un certain levier vis-à-vis des alliés européens. Donc, c'est pas si clair que ça que c'est une bonne idée d'abandonner les Américains. Alors, vous voyez un peu l'espèce de danse délicate dans laquelle on se retrouve. Naturellement, les Français, eux, essaient d'inviter tout le monde à dire « achetez notre stock, on gagne à tout ça ». Mais pour ce qui est des autres pays européens, on doute un peu de savoir est-ce qu'on veut prendre tous les œufs qui étaient dans le panier américain et les déposer dans le panier de la France. C'est peut-être aussi imprudent et mal avisé. On continue avec notre prochain dossier très rapidement. Je vois qu'on défile déjà rapidement sur le temps. On continue. On a parlé de l'Europe qui voulait acheter européen, la file de gaz. On pourrait continuer là-dessus. En fait, le Canada qui nous dit aujourd'hui qu'on voudrait potentiellement, pour faire un lien avec tout ça, réétudier l'achat des F-35 américains. Ces avions de chasse, d'ailleurs, qui sont... on pourrait les appeler « the jack of all trades ». C'est le marteau qui cogne tous les clous, vraiment, ce F-35 américain. L'initiative derrière ça est important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de propagande en arrière ça, le F-35, ce grand avion intouchable, invisible, ça n'existe pas. La furtivité qu'on a décrite pour le F-35, elle est largement exagérée et ça a été prouvé à plusieurs occasions. Notamment, on nous disait, par exemple, que les F-35 américains ne pouvaient pas être reconnus par aucun radar existant. On voyait essentiellement la signature radar comment on le décrivait, d'un marbre, of a marble. C'était comme si on lançait une petite bille dans le ciel. C'est à peu près la signature radar que laisse un F-35 pour un appareil. On s'est aperçu par après que plusieurs pays, notamment au Moyen-Orient, étaient en mesure de traquer, de suivre les avions américains et les F-35, peut-être pas de lancer une munition dessus, mais étaient clairement en mesure de les suivre alors qu'ils survolaient leur espace aérien. Donc, pas vrai que les F-35 sont entièrement furtifs ou quoi que ce soit, ou invisibles. C'est souvent ça qu'on va vendre comme idée. Complètement faux. Le F-35, en fait, a été vendu dans les années 90, a été, développé dans les années 90 comme une réponse au bordel qu'on avait dans l'Air Force américaine, alors qu'on a un ensemble de fonctions qui sont chacune et d'applications qui sont chacune assumées par des avions différents, avec des missions différentes. On avait donc ces chasseurs de 4e génération. On avait bien sûr des F-16, des F-18, des avions qui avaient des fonctions fondamentalement différentes. Le F-16, qui est cet avion de dogfight, cet avion de combat agile, rapide, cet avion qui se retourne sur un 10 sous. Le F-18, de son côté, était plus vu comme un bombardier. Ensuite, ajouté à ça, quand on voulait faire de l'interception, certains allaient développer des intercepteurs que pour intercepter des bombardiers. C'était plus de l'ère de la guerre froide. Ensuite, à ça, des vrais bombardiers à longue portée parce que nos F-18 avaient pas assez. Donc,
on se retrouve avec toute une lignée d'avions. Et en plus à ça, vous ajoutez les avions furtifs, les avions de reconnaissance, qu'on voulait absolument furtifs, avec une signature radar aussi faible que possible. Et donc, on se retrouve avec cette espèce de paquet de cartes d'avions qui doivent chacun être entretenus avec leur force d'ingénieurs compétents, maintenus à jour, qui doivent être, qui ont leur propre agenda de mise en service et de retrait, qui doivent être vendus à des alliés. Tout ça est une espèce de bordel. Et donc, dans les années 90, les Américains ont l'idée de génie de dire « Et si on faisait un seul avion qui fait tout ça? » Un avion furtif, bombardier, agile, qui sera en mesure de mener des missions de reconnaissance, qui sera en mesure de se poser à peu près dans tous les scénarios. Et donc, on s'est dit, il faudrait qu'il soit en mesure, parce que là, l'armée de terre veut son avion, la Air Force veut son avion, la Navy veut son avion, les Marines, et la Navy demande, ben nous, on doit les baser sur des porte-avions. On veut que l'avion puisse se décoller verticalement. Donc, on ajoute constamment, vous voyez le scénario, on ajoute constamment des charges au cahier de charges du F-35, qui devient rapidement cette espèce de monstre qui fait rien sur le sens du monde. Parce que on veut qu'il soit furtif, on a rentré toutes ces bombes à l'intérieur des ailes pour éviter que ça laisse une signature radar, on verrait les bombes. On a caché ça dans les ailes, à l'intérieur du corps. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup moins d'espace pour le carburant. C'est un avion avec une portée très limitée. Ça veut dire qu'il est très lourd, il est difficile à déplacer. Vous avez cet énorme moteur à l'intérieur qui permet de faire le déplacement vertical, qui lui aussi à son tour ajoute de la complexité, ajoute encore plus différents modèles de F-35, A, B, C, etc., mais qui ajoute de la complexité et qui rend l'enveloppe encore plus compromise. À chaque fois qu'on dit « qu'est-ce qu'on veut que cet avion fasse », on lui rajoute diverses missions, on vient un peu le compromettre. Aller faire une course de Formule 1 avec un pick-up. Aller faire une course de Formule 1 avec une brouette. Ils ont des applications complètement différentes. Et là, on dit, non, mais je veux faire tout ça. Je veux aller travailler et je veux faire mes courses de Formule 1. Naturellement, vous n'aurez peut-être pas le véhicule optimal pour chacune de ces deux tâches. Il va falloir compromettre entre les deux. Et donc, les Américains, comme je vous dis, ils voulaient cacher les bombes. Bien, naturellement, on va moins loin, moins de carburant. Vu qu'on a les bombes, il faut qu'ils rentrent à l'intérieur. On a moins de bombes, moins de capacité. On peut en apporter des dizaines avec les F-18. Soudainement, on a une capacité opérationnelle beaucoup plus faible. Il faut envoyer plus d'avions. Et là, ça se multiplie comme ça. Ajoutez ensuite le fait que, étant donné justement que c'est un F-35 qui a été développé pour tout le monde en même temps et beaucoup de partenaires à l'international, on a fait vraiment une enveloppe qui était aussi va-partout que possible. Résultat, le F-35 a été dénoncé par un certain nombre d'acteurs, autant dans le secteur militaire, dans le secteur civil, des analystes, etc., qui ont relevé le fait que c'était un projet affreux, qui a coûté des centaines de milliards de dollars aux Américains et qui aujourd'hui est un peu poussé dans le fond de la gorge des Alliés, alors qu'on sait que c'est pas vraiment un produit exceptionnel, mais là, on est pris avec ce produit pour les 30 prochaines années. Elon Musk, dans les premières déclarations qu'il avait faites à la tête du Doge, était notamment qu'il fallait éliminer entièrement le programme du F-35 pour le remplacer par un programme de drones. Donc, vous avez vraiment tout cet historique, si on veut, des F-35, un produit largement compromis, qui n'a jamais vraiment été idéal pour le Canada. Si on continue, notamment avec les attributs du F-35, c'est développé par les Américains, qui ont les meilleurs techniciens, les meilleurs hangars, les meilleures installations, infrastructures, les meilleurs outils, les meilleures universités. Et là, vous envoyez ça en Turquie. Vous voulez en vendre, par exemple, on ne l'a pas encore fait, je ne crois pas, mais par exemple, on voudrait en vendre en Inde. Qui les opère? Qui les pilote? Qui les tient en ordre? Qui agit comme technicien là-dessus? C'était très compliqué. Même chose pour ce qui est des pistes d'atterrissage. On présume encore une fois, les Américains, de leurs magnifiques installations, le F-35 est essentiellement comme une Ferrari, c'est essentiellement comme une montre suisse. Elle a besoin de conditions parfaites. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un peu de gravelle, un peu de pierre sur la piste d'atterrissage, sans quoi les réacteurs vont les avaler. Alors que si vous prenez par exemple un avion russe, ils sont configurés pour décoller dans toutes les conditions, comme le Gripen par exemple, qui est une option pour le Canada, un avion suédois qui a été développé donc par les forces suédoises pour le contexte suédois.
où on sait qu'on a des capacités opérationnelles limitées, on sait qu'on ne peut pas passer 50 heures par heure de vol en maintenance, on sait qu'on a besoin d'avoir des techniciens partout, dans des régions reculées, on sait qu'on ne pourra pas se poser sur des pistes en état parfait tout le temps, et au contraire, l'avion doit être en mesure de se poser directement au milieu de l'autoroute si nécessaire. Voilà comment le Gripen a été configuré. Voilà comment les avions russes sont configurés. C'est un peu on le fait en fonction de quoi notre environnement a l'air. Les Américains, de leur côté, sont en mesure d'opérer une montre suisse. Donc, ils vendent la montre suisse à tout le monde à travers la planète, à tous les alliés, et ensuite, on est obligé de cogner à la porte à chaque fois que ça a besoin d'être réparé, entretenu ou servicé de quelque manière. Donc, les Américains ont le contrôle sur le logiciel, sur les mises à jour, sur la maintenance, et ça devient des giga-contrats de centaines de milliards pour des années parce qu'on inclut l'achat des avions et la maintenance et les hangars et l'équipement. Et donc, vous comprenez que ça devient des espèces de bordel. Acheter l'F-35 dans ce contexte, c'est un cadeau aux Américains. Ça a toujours été un cadeau, ça a toujours été, on se bouche le nez, on sait que c'est de la merde totale, mais les Américains le savent eux-mêmes, donc ils tiennent un gun sur la tête à tout le monde en disant « Hey, t'achètes mon avion. Je le sais, mais si tu ne l'achètes pas, moi je suis pogné avec 3000 F-35 de merde qui ne font rien de bon. » Alors, au moins, si tout le monde en a, ben, littéralement. Allez lire ce F-35, c'est spectaculaire comme histoire. Aujourd'hui, le Canada, qui est un peu le dernier auquel on s'attendrait, lève la main en disant « You know what? Je suis pas sûr que je veux les F-35 finalement. » C'est carrément une manœuvre de négociation dans le cadre de la guerre commerciale parce qu'on a un accord qui est conclu. Il y a déjà de l'argent qui a été mis sur la table, des milliards de dollars qui ont été mis sur la table. En fait, pour vous donner le chiffre exact, l'accord conclu en 2023 avec Lockheed Martin et le gouvernement américain porte sur 88 avions pour un coût total d'environ 19 milliards de dollars. J'ai dans la tête un chiffre. Je veux juste confirmer. C'est effectivement ce que je pensais. Le budget militaire du Canada est environ 25 à 30 milliards de dollars. Donc là, on nous parle d'un achat, 19 milliards de dollars. C'est un gros morceau. 19 du 25 du budget de la défense canadienne. C'était énorme, ça a été extrêmement controversé. Politiquement au Canada, on a longtemps remis en doute à savoir si c'était la meilleure option, mais on a bouché notre nez en se disant c'est nos amis américains et clairement, ils nous laisseront jamais acheter quelque chose d'autre. Maintenant, Mark Carney, nouveau premier ministre du Canada, a dit on réfléchit en fait à acheter autre chose. Je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Probablement qu'on va finir avec la F-35, ne serait-ce qu'à cause des ententes qui ont déjà été signées. Vous comprenez qu'il y a trop d'argent qui a été dépensé déjà. Ce 19 milliards, il n'est pas sur la table. Il est transféré à Lockheed pour commencer le processus de production, etc. Puis ça, c'est juste une portion, là, en passant. C'est beaucoup plus que 19 milliards. Alors donc, là-dessus, le Canada est surtout en négociation, je pense. On est en train de montrer aux États-Unis jusqu'où on est prêt à aller. Quels sont les leviers dont dispose le Canada? Et si on décidait demain matin d'annuler notre commande de F-35, on aurait des alternatives dans un contexte où les Européens nous invitent tous à acheter des armes. Et nous, au Canada, cette fameuse prérogative stratégique de savoir à qui on devrait acheter des armes et est-ce qu'un jour, peut-être, ça va se retourner contre nous. Nous, on a tout avantage au Canada à acheter aux Européens. Vous comprenez, ça ne s'applique pas à nous, cette logique géographique continentale où les Européens sont un peu malaisés d'acheter les armes les uns des autres parce que ça pourrait tourner en conflit. Le Canada ne se retournera pas en conflit. Il n'y a pas une puissance européenne qui va envahir le Canada. Au contraire, à la vue de la relation avec les États-Unis, s'il y a une quelconque, disons, un risque stratégique à hedger, c'est beaucoup plus une invasion américaine ou une action hostile des États-Unis. Dans cette optique, donc oui, étudier l'achat des F-35, magnifique. Et en fait, c'était un des éléments que j'avais moi-même relevé alors que j'avais soumis initialement un plan d'urgence pour le Canada qui était avec l'intention explicite de mettre la pression sur les États-Unis. Je vous lis quelques points que j'avais mentionnés dans ce plan initial. Ça, c'était dans la première semaine ou quelques là, de cet échange de tarifs avec les États-Unis. J'avais été sollicité pour donner quelques suggestions là-dessus. Et justement, je disais, créer une alliance défensive en dehors de l'OTAN avec les pays scandinaves. Former un groupe d'achat militaire international qui cherche à réduire les produits américains. Moi, je voyais qu'on n'aurait probablement pas de porte de sortie et que la seule manière, il fallait se créer un groupe. Et que là, c'est pas juste nous qui abandonnent les États-Unis, c'est plusieurs. On est chanceux, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a vraiment une fenêtre incroyable. On peut former un groupe d'achat international et dire non, à cette heure, on est rendu ensemble.
On veut être intégré avec les Européens, on veut que nos avions se parlent, donc on va acheter des avions européens, on tient à l'OTAN, etc. Abandonner l'achat des F-35 au profit de chasseurs Rafale ou Gripen européens, mot pour mot. Organiser un sommet sur les échanges commerciaux qui exclut les États-Unis. Subventionner l'énergie nucléaire au Moyen-Orient, subventionner la production d'énergie au Canada. Il y en avait plusieurs, des comme ça qu'on avait identifiés. Mais comme quoi, c'était clair qu'un des leviers du Canada, c'était ses achats militaires. Clairement, on peut décider d'acheter ailleurs et ce serait extraordinaire pour les intérêts canadiens. Maintenant, là où je trouve intéressant, et je vous dis c'est de la négociation, je l'avais évoqué aussi, à dire quelle est la meilleure attitude pour le Canada dans le contexte de cet échange avec les États-Unis, de cette espèce de montée de tension. Il doit montrer qu'il est désirable. Il doit montrer en quoi il est un bon caniche. Et qu'est-ce qu'il peut faire quand il n'est pas un bon caniche? Et à quel point il jappe, et à quel point il est désagréable, et à quel point les États-Unis sont mieux dans ce contexte de nous garder contents. On a tellement été un bon caniche longtemps que les États-Unis ont comme oublié qu'est-ce que c'est un mauvais caniche. Un mauvais caniche, ça achète ses armes ailleurs. Un mauvais caniche, ça refuse d'écouter les commandes des États-Unis. Un mauvais caniche, ça a des relations à l'extérieur des relations étrangères commandées par les États-Unis. Qu'on nous dit « parlez pas à Cuba, parlez pas à Corée du Nord, parlez pas au Moyen-Orient, parlez pas à personne, parlez pas à Chine ». Le Canada pourrait avoir des relations avec tout ce beau monde et ce serait correct. Ce serait dans le cadre de neutralité. Ce serait une Suisse, ce serait un Qatar. Et donc, dans tout ça, moi, je vois le geste de Mark Carney comme quelque chose de très positif. On est en train, effectivement, de mettre sur la table et de dire, tu vois, ce genre de choses-là, on n'est pas obligé d'acheter chez vous. On le faisait par courtoisie et on est prêt, si jamais tu nous traites comme ça, à arrêter de le faire. Je suis très confortable à ce qu'on mette ce genre de choses sur la table. Et entre vous et moi, on n'est pas sur le point de les avoir, nos F-35. Donc là, il y en a qui me disent, franchement, ça va prendre 3 ans de plus. Là, comme je te dis. Ça fait 15 ans qu'on est censé les avoir, les F-35. Ça a été signé par le gouvernement Harper. On les attendra 15 ans de plus. De toute façon, l'avion va déjà être déjà dépassé au moment où on en parle. On va très rapidement sur la situation des Houthis, parce qu'il y avait une question explicite là-dessus de la part de Vincent qui nous écrit cette semaine. Bonjour Benjamin et toute l'équipe de 7 jours sur Terre. J'aimerais grandement vous entendre cette semaine sur l'escalade du conflit armé entre les États-Unis et les rebelles Houthis en mer Rouge et au Yémen qui dure depuis des mois et qui semble atteindre un nouveau niveau cette semaine. Absolument. Je trouve que la communauté internationale a été beaucoup trop patiente et a fait preuve de laxisme face au terrorisme qu'on fait subir au terrorisme, au commerce maritime mondial. C'est pas Vincent, c'est moi qui ai mis les caractères trop petits, pardon. Il était grand temps, selon moi, qu'on s'attaque à ces terroristes soutenus par le Liban, le Hezbollah et le Hamas. Et encore, je penserais même la deuxième vitesse avant que ça dégénère davantage. On est rendu trop passif et on laisse trop de temps et d'espace à ces organisations qui devraient être éradiquées. Au plaisir de vous entendre sur ce sujet. Effectivement, une montée du terrorisme au large du Yémen, à l'ouest du Yémen. On sait que les Houthis contrôlent la région. Les Houthis, un groupe rebelle chiite soutenu effectivement par l'Iran, par le Hamas, on pourrait dire aligné plus que soutenu par le Hamas, étant donné que les liens directs entre les deux sont assez limités en dehors du fait que tout le monde est aligné avec l'Iran. On partage tous des liens avec l'Iran, mais entre les acteurs individuels, plus ou moins. Même le Hamas, le Hezbollah, on a vu, on se parle pas beaucoup. Les Houthis parlent très peu au Hamas et parlent très peu au Hezbollah. Plus un peu au Hamas, parce que les Houthis voient Gaza comme un peu une injustice qui découle de leur responsabilité. Là-dessus, il faut aussi mettre en contexte l'importance de l'Iran. Les Houthis sont d'abord et avant tout une extension armée de l'Iran. C'est probablement la dernière qui est opérationnelle en ce moment. Après la chute du Hezbollah, après la neutralisation du Hamas, et on annonce maintenant une nouvelle invasion, après qu'on ait cassé les roues de l'Iran d'une certaine manière avec des bombardements multiples sur le régime qui n'ont jamais vraiment été répondus de manière sérieuse. On avait aussi couvert tout ça à la revue de presse. L'Iran se retrouve vraiment avec un paquet de cartes où il ne reste plus grand-chose. Une des dernières cartes à jouer, c'est l'influence des Houthis au Yémen pour mettre de la pression sur les Américains, pour mettre de la pression aussi sur la communauté internationale. Pour résumer rapidement, énormément de passages de commerce maritime qui passent par le Yémen. En fait, on est directement sur la route du canal de Suez. Et ce que ça cause comme problème, bien sûr, c'est que ça perturbe les flots maritimes, ça fait augmenter les prix des assurances. À mesure où on a des attaques par les Houthis, vous avez même des groupes de transport international qui décident de contourner carrément le canal de Suez et d'aller
ailleurs. Ça, c'était un peu prévisible dans le contexte où, justement, l'Iran n'a plus vraiment de cartes à jouer. La dernière option qu'elle avait, c'était de solliciter les Houthis pour améliorer sa posture. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'elle fait. Les Américains, hier, pour vous mettre dans le contexte de cet événement récent et pourquoi on parle d'escalade, les Américains, un porte-avions a été attaqué de manière assez substantielle, disons-le, là, par les Houthis dans la nuit d'hier. Et immédiatement, les Américains ont réagi avec une attaque de leur propre corps sur, nous dit-on, des infrastructures Houthis, notamment des infrastructures médicales. Les États-Unis insistent sur le fait qu'ils cibleront les Houthis jusqu'à ce que le groupe yéménite retire sa menace sur le transport maritime en mer Rouge. Les rebelles Houthis ont revendiqué une nouvelle attaque contre un navire de la marine américaine, la qualifiant de représailles aux frappes américaines au Yémen. Un porte-parole des Houthis a déclaré lundi que des combattants avaient lancé 18 missiles et un drone sur le porte-avions USS Harry Truman et ses navires de guerre. L'armée américaine a indiqué avoir continué de cibler le groupe cette nuit. Il est important de comprendre quand même les propos qui ont été rapportés. Ici, on nous dit on a lancé 18 missiles et un drone sur le porte-avions USS Harry Truman. On n'a pas d'impact. Aucun impact relevé. Et ça arrive très souvent. Quand on nous dit qu'il y a eu une attaque, on a visé, on a lancé, c'est que probablement l'entièreté de ces projectiles ont été interceptés par les contre-mesures américaines, soit sur les escortes, soit directement sur le porte-avions lui-même. L'armée américaine a indiqué avoir continué de cibler le groupe cette nuit. Il s'agit de la deuxième frappe contre la marine américaine revendiquée par le groupe pro-iranien au cours des dernières 24 heures dans un contexte de recrudescence soudaine des hostilités. À mon avis, ce que tentent de faire les Houthis, c'est d'obtenir un deal, d'obtenir une entente avec les Américains. On voit clairement que les Américains négocient par le feu, négocient par la transaction, surtout l'administration Trump. Et depuis un certain temps, les attaques s'étaient calmées, spécifiquement contre les navires américains. On avait encore des attaques contre Israël, on avait encore des attaques contre le shipping international, contre les transporteurs internationaux, mais spécifiquement, les Américains avaient un peu plus la paix. Semble-t-il que les Houthis avaient compris que ce n'était pas dans leur intérêt et que chaque fois qu'ils attaquaient les Américains, ils se faisaient retourner x10 leur offensive. Maintenant, les Houthis semblent plutôt tenter de sécuriser une forme d'alliance avec les Américains. Parce que chaque fois qu'ils frappent un navire des États-Unis, ils se feront frapper en échange et vice-versa, et on se retrouve avec cette situation d'escalade. Pourtant, tout ce que les Américains veulent, c'est avoir la paix. Ils se sont déjà engagés qu'ils n'allaient plus défendre les passages maritimes internationaux. Ils ont déjà dit que si jamais des navires français ou britanniques se faisaient attaquer, ce n'était pas de leurs affaires. C'était des affaires des Français et des Britanniques. Naturellement, ce qu'on risque de voir, c'est que les Houthis vont négocier une entente avec les Américains pour les normaliser sur leur territoire, si on veut, permettre aux Houthis d'exister sans dire en paix, mais disons sans trop de perturbations. Et de l'autre côté, les Américains vont tout simplement pouvoir faire leur trafic maritime à eux dans la paix. Le point d'interrogation, c'est Israël. Parce que les Houthis, étant bien sûr une extension de l'Iran, ils ont été très clairs que tant et aussi longtemps qu'Israël bloquait l'aide humanitaire vers Gaza, il allait continuer d'y avoir des attaques. Donc le message subtil, c'est sur la question israélienne, on va faire de la nuance. On est peut-être prêt à négocier avec les Américains, on va peut-être prendre un deal avec les Américains, ce serait clairement dans notre intérêt, mais Israël, il y a encore toute cette question idéologique, confessionnelle, bien sûr, de défense de Gaza. Alors, sur la question spécifique, à savoir, est-ce qu'il est le temps de les éradiquer, de les éliminer ou quoi que ce soit, je vous dirais que c'est extrêmement optimiste de parler d'éradication pour ce qui est d'un groupe comme notamment les Houthis, qui non seulement ont l'appui de l'Iran, mais aussi, on relève maintenant un nouvel article qui nous vient de la CIA, soyons très clairs, quand on parle de l'Atlantic Council, le Conseil Atlantique, il est question de la CIA ou des informations, des renseignements américains. Il est question en fait de la désignation de groupes terroristes sur les Houthis. On se souvient, il y a quelques semaines, on avait nommé officiellement les Houthis comme étant un groupe terroriste. Des informations qui nous viennent donc des Américains qui sont assez intéressantes par rapport au gouvernement yéménite et sur ses influences. De la table des négociations à l'atout du Kremlin. Selon le Trésor, le commerce militaire des Houthis avec la Russie implique à la fois des importations et des exportations. Les renseignements américains, CIA, confirment que le GRU, l'agence militaire russe chargée des affaires étrangères, la CIA russe,
opère désormais à Sanaa sous contrôle Houthi, sous couvert d'aide humanitaire, fournissant une assistance technique qui renforce les opérations militaires des Houthis. Donc, on relit la phrase tranquillement. Les Américains nous disent « Ouais, c'est les Russes qui sont au Yémen. C'est les services secrets russes qui jouent la marionnette avec les Houthis en faisant croire qu'ils sont là pour des prétextes humanitaires, alors que vraiment, ce sont les services secrets russes. Assistance technique qui renforce les opérations militaires des Houthis. And guess what? En plus, est-ce que la vie n'est pas ironique? De plus, des rapports relient le célèbre trafiquant d'armes russe Viktor Bout à des opérations de contrebande d'armes au profit des Houthis. Ce Viktor Bout, en passant, qui a été échangé par l'administration Biden dans un échange de prisonniers contre Bridget Greiner, qui était cette basketballeuse américaine qui avait été emprisonnée en Russie. Si je me souviens bien, est-ce qu'elle avait du cannabis dans son sac ou dans son bagage ou quelque chose comme ça, une substance interdite. Citez-moi pas sur laquelle, ceux qui avaient été arrêtés sur un enjeu comme ça. On avait donc échangé les deux et ça avait fait controverse à l'époque, alors qu'on disait, franchement, normalement, on s'arrange au moins pour que le niveau des échanges de prisonniers soit un peu respecté. Si on a un agent de renseignement qui est emprisonné, on l'échange pour un autre espion. Si on a un ressortissant sportif, on s'arrange pour que ce soit une équivalence ou quelqu'un qui est emprisonné aux États-Unis qui pourrait être relâché, si on veut, sans conséquences stratégiques majeures. De relâcher Viktor Bout avait été déjà vu à l'époque comme une forme de concession énorme des États-Unis pour mettre fin à une espèce d'embarras politique. Cette histoire de Bridget Greiner, ça embarrassait beaucoup l'administration Biden. On a décidé de tuer ça dans l'œuf. On a échangé Viktor Bout et aujourd'hui, on découvre qu'il est actif au Yémen et que c'est lui qui passe les armes aux services secrets russes pour tirer sur les porte-avions américains. Fantastique. Alors, cette révélation révèle une nouvelle dimension de la relation entre les Houthis et la Russie qui s'étend au-delà des armes, aux touches et au capital humain. Un groupe djihadiste chiite zaïdite fournissant de la chair à canon, une dictature prétendument laïque illustre la faillite morale des deux parties. Merci, CIA. Si les Houthis exploitent depuis longtemps l'économie de guerre du Yémen, tirant profit de toutes sortes de pratiques, la contrebande de carburant, l'extorsion, les renseignements récents révèlent une source de revenus encore plus insidieuse. Selon le département du Trésor américain, le général de division et agent houthi Abdoulaoui Abdo Hassan al-Jabri dirigeait un réseau de passeurs recrutant des civils yéménites pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine. Vous avez bien compris ça? La Russie fournit des armes aux Yéménites, au Yémen, aux Houthis, devrais-je dire, pas aux Yéménites, pour frapper les Américains, non seulement à travers un passeur d'armes qu'on a libéré dans un échange d'armes un peu ridicule, mais on apprend maintenant que le Kremlin recrute des Yéménites pour aller se battre au front en Ukraine. Donc le Yémen qui a émergé vraiment d'outils de l'Iran à un asset de la Russie. Et c'est une relation complètement naissante. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant, du moins pas aussi explicitement. Et ça semble être un peu ces nouvelles attaques contre les navires américains, alors qu'on est en négociation. Ça semble être un artefact, justement. On pourrait appeler ça une négociation par le feu. Les Russes sont en train de montrer qu'ils ont une carte de plus. En passant, on a un certain nombre de concessions qu'on demande. Non seulement on a l'Ukraine, on a aussi le Yémen. Tout ça est dans le même portrait. D'ailleurs, si on continue sur ce propos exact, on apprend aussi que les Américains, d'ailleurs, ont inclus le Yémen dans la négociation sur l'Ukraine, alors que M. Rubio et M. Sergei Lavrov, bien sûr le ministre des Relations étrangères de la Russie, se sont rencontrés, ou plutôt ont tenu une discussion spécifiquement pour discuter du Yémen et à savoir comment tout ça pourrait rentrer dans un éventuel cessez-le-feu. À dire, ben écoutez, si on fait la guerre en Ukraine, il faut aussi que ça s'arrête au Yémen. Et la Russie ne manque pas de mentionner ouvertement que ça fait partie de ses cartes à jouer. Donc, merci pour cette question absolument pertinente en lien avec le Yémen, la relation avec les Houthis, etc., qui dépasse maintenant largement l'Iran et qui vient vraiment se connecter avec tous ces autres dossiers qu'on a couverts aujourd'hui. Vraiment une revue de presse
on pourrait le dire, très organique, hein? Hautement connecté. Tous les dossiers, d'une manière ou d'une autre, nous ont fait passer au suivant sans vraiment qu'on s'arrête. Alors, que ce soit des achats militaires, que ce soit de cette question de la balance commerciale, des négociations de cessez-le-feu, le front à course qui s'effondre, le retour du capital en Russie, les outils, négociations par le feu et le gaz naturel américain. Vraiment toute une séquence qui s'emboîte ensemble et c'est la beauté de la géopolitique et c'est pourquoi moi, c'est ma passion et je suis content de la partager avec vous tous les jours. Quand je vous disais que c'est un peu égoïste comme exercice, j'ai découvert avec tellement de fascination la géopolitique à travers les années, en vieillissant, en découvrant que c'était d'une manière la science universelle. Pourquoi je dis ça? Parce que la géopolitique, c'est la somme de toutes les autres sciences. C'est la somme de l'économie, c'est la somme des ressources, de la géographie, de la démographie, de la science politique, de la psychologie, de la philosophie humaine, de l'agriculture, de la géologie. C'est tout ça ensemble qu'on vient morpher avec une connaissance un peu shallow, un peu maigre de chacun de ces enjeux. Il devient déjà suffisant pour connecter les points. C'est déjà possible de voir un portrait global qui nous permet de voir que tel enjeu se connecte directement à ça ici, qu'il y a un lien et un impact sur celui-ci, et que la scène à laquelle on assiste est vraiment juste une grande respiration du monde. On inspire et on expire d'un seul coup tous ces dossiers ensemble. Et c'est pourquoi la géopolitique, je l'appelle la science universelle. C'est pas un seul morceau, c'est l'unisson de tout ça ensemble et c'est ce qui me permet de vous parler parfois de technologie, de conflits armés, d'armes, d'économie, de ces questions justement de géographie, de relations politiques, d'histoire, de culture entre le Canada. C'est la beauté de la géopole et c'est pourquoi donc je vous remercie d'être avec nous à chaque semaine, de partager ce moment qu'est la revue de presse et de ne pas le partager littéralement, s'il vous plaît. Merci mille fois d'avoir été là. D'ici là, partagez l'amour, semez l'espoir. À très bientôt. Bye bye.